Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 71. Benz! Christy! Une bonne semaine? J'ai des films intéressants qui vont tous rebondir quasiment un sur l'autre. Fait que ça va Ok. être le fun. Ils ont tous des petits liens. Là, fait que... Ah, ben c'est cool. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai comme... moi, j'ai un film vraiment nowhere, mais tu sais, j'ai comme deux espèces de blocs là, qui peuvent englober plusieurs des films que je vais te parler cette semaine. Fait que c'est quand même très intéressant comme semaine. On a un petit bloc commun aussi qui va être le fun. Ben, qui va être le fun C'est pour grand toi. tabarouette. Moi, j'ai pas aimé ça, là, mais en tout cas. Ouais, t'étais censé en connaître un peu plus, mais... Ouais, c'est ça. J'ai abandonné dès le départ. Là, fait que... Next time. Next time, Benz. Ouais. Fait que On en c'est ça. reparle. On s'en Ouais. reparle, ça, c'est sûr. Ah, je peux commencer avec un film qui sort en Blu-ray mardi. Que j'ai mis la main dessus genre une semaine avant, je sais pas pourquoi, puis je l'ai eu, puis c'est hot. Es-tu un criminel, Benz? Tu voles-tu des films? Non, c'est une erreur informatique, je pense. En tout cas. C'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson que j'ai enfin pu regarder, parce que pour moi, un film de Paul Thomas Anderson, c'est sacré. Là, c'est du grand cinéma, puis c'est toujours un événement. Là. Ouais, c'est clair, surtout que c'est dommage, puisqu'il était sorti en pleine pandémie quand tous les cinémas sont fermés. Fait que, ouais. Ça peut passer dans le beurre. C'est ça, c'est un des films que malheureusement, même moi, j'ai pas pu aller le voir au cinéma, puis c'était dommage. Mais tu sais, la majorité des films de Paul Thomas Anderson, je trouve qu'ils sortent dans le beurre un petit peu. Il n'y a pas une des grosses sorties, puis ils ne marchent pas tant que ça au box-office. Ouais, ce qui me surprend, parce que c'est pas nécessairement des films qui sont. Ben, mais ça, Inherent Vice, c'est vraiment compliqué, mais en majorité, c'est des films qui sont quand même accessibles, puis qui sont vraiment bons. Fait que je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais je pense que c'est peut-être parce que, justement, la façon dont c'est apprêté, le marketing autour de ces films-là, c'est plus indépendant comme espèce de... Même si souvent, c'est Universal, là, je pense que c'est Universal qui a... MGM, je pense. MGM, OK. Ben, ça fait partie du Universal, okay. Là, mais... la plupart de ces films, c'est Universal, fait que c'est quand même un gros studio, mais c'est vrai, comme tu dis, Phantom Thread, je me rappelle... il y avait comme pas eu, je pense qu'il était resté 2 semaines dans le cinéma près de chez nous. Fait que, moi, je l'ai vu au forum, fait que, il sortait pas partout. Là, fait que non, c'est ça. C'était une sortie limitée. Puis c'était un peu ça. Les Licorice Pizza, c'est dommage qu'il est sorti dans le bar. T'sais. Ouais, puis malgré ça, très ben, comme tous les films de Paul Thomas Anderson, c'est très bon. J'ai vraiment aimé ça. C'est-tu ton coup de cœur de la semaine? Ben, ouais, mais ça n'a pas été un énorme. Tu sais, j'ai pas eu le wow comme quand je suis sorti de la salle de Phantom Thread, mettons. Quand j'ai vu Phantom Thread, j'ai capoté, c'était magique, tu sais. Ouais. Ça, j'ai hâte de le revoir parce que de l'approfondir un petit peu, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai pas eu le coup de cœur comme un gros wow. Tu sais. C'est un PTA, mais pas un. Ben, on s'entend. Ça n'a pas égalisé ou surpassé ses plus grands films. Non, c'est pas There Will Be Blood, c'est pas The Master. Puis ces deux titres-là, c'est des films qui sont insurmontables, probablement. Mettons, There Will Be Blood, c'est peut-être le meilleur film du 21e siècle. Ou c'est dans les meilleurs, ou si c'est pas le meilleur. Ouais. C'est sûr que le film il a l'air d'avoir une approche différente aussi. Là. Ça a l'air d'être plus un mélange entre Boogie Nights et son autre Magnola, un peu dans la forme de ce que le jeune veut devenir. Ou, Ben, tu sais, l'histoire, là, tu sais à quoi ça me fait penser comme film? Ah, vas-y. Ça me fait penser à Once Upon a Time in Hollywood. Ah, ouais. Pas que les deux histoires, c'est deux choses différentes. Ils n'ont rien à voir, sauf la manière dont c'est construit. C'est que tu as une petite ligne directrice qui est vraiment mince. Dans le fond, c'est l'histoire de Cooper Hoffman. C'est Gary Valentine, le personnage. Mm-hmm. Puis la fille, le Cooper Hoffman, il a 15 ans, la fille a 25 ans, puis c'est comme un amour. Il y a comme une tension sexuelle entre les deux, mais là, c'est comme l'âge fait que ça marche pas trop. Puis c'est un peu ça le filon. Sauf qu'à l'entour de ça, c'est toutes des histoires qui n'ont juste aucun rapport, puis ça va à gauche, à droite. C'est comme Once Upon a Time in Hollywood. Tu vas dans des scènes qui sont vraiment intéressantes, mais c'est juste ça, puis tu regardes ça, puis tu nages dans ça, mais ça n'a pas rapport avec l'histoire. Tu sais. OK. Fait que ça fait beaucoup penser à ça. Il y a plusieurs personnages qui sont pas comme tant reliés à l'histoire principale, dans le fond. Ben, tu sais, mettons Bradley Cooper, il y a 2 scènes.
Ouais. Ouais, C'est comme un excentrique qui pète des affaires, tu sais. Ouais. Qui est relié par eux autres, mais tu sais, il sert à peu près à rien. C'est juste que sa scène est le fun, puis c'est un peu comme la scène de Bruce Lee dans Once Upon a Time. Ça sert à rien, tu sais, mais c'est le fun. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. C'est pas un œuvre majeure, je pense, chez Paul Thomas Anderson, mais c'était très, très, très bon. Je le conseille vraiment. Je pense que tu vas aimer ça toi aussi. Puis, ben, moi, déjà à la base, j'aime tous les films de PTA. Oui. Puis je pense que tu allais sûrement en parler puisque tu l'as vu, mais moi, mon moins grand coup de cœur de PTA, c'était Punch Drunk Love. T'sais. Pas parce que j'ai pas aimé le film est écœurant, c'est juste, je trouve que c'est son film le plus léger dans toute sa filmographie. Puis, comme j'ai pas eu non plus le coup de cœur, comme tu dis, sur ses autres films. Pour moi, c'est sûr, There Will Be Blood, c'est un classique, c'est sûr, ça reste un Christy de bon film. Mais personnellement, comme le film qui m'a le fait le plus réagir, mettons, c'était Boogie Nights. C'est le premier aussi que j'ai vu de PTA. Fait que, veux pas, il y a quand même une certaine nostalgie là, par rapport à ce film-là. Mais ça reste que tous ces films sont spéciaux, puis ils regorgent aussi de quelque chose de fantastique là, par rapport au cinéma. Là. Ah oui, mais c'est des grandes œuvres, puis c'est magnifique. Puis c'est fun qu'il puisse faire tout ce qu'il veut encore aujourd'hui, même si ses films ne marchent pas tant. Tu sais. Il y a quand même des gros noms dans ce film-là. Là. Benny Safdie joue dedans. Sean Penn, il y a une scène ou deux. Là. C'est ridicule. Mais sa scène est bonne, c'est ça. Ben, en même temps, c'est souvent ça aussi dans les films de Paul Thomas. Tu as des grosses vedettes qui vont juste apparaître une scène. Tu sais, dans Boogie Nights, tu as Alfred Molinos qui apparaît comme à la fin. Puis, mais c'est une Christy bonne scène. C'est une des meilleures du film. Mais tu sais aussi, comme Phantom Thread, c'est Paul Thomas Anderson qui faisait la direction photo. Puis il y a comme une esthétique particulière à Phantom Thread, très graineux. Je sais pas si c'est le bon terme, graineux. Là, mais... il y a beaucoup de graines. il y a du bon grain dans l'image, puis c'est magnifique. Puis encore dans celle-là, c'est lui qui reprend la direction photo avec il est comme un associé, un cadreur, je pense, qui faisait la caméra. Puis il y a un style intéressant encore, j'aime ça. C'est le fun qui va à sa tête. Là, cette espèce d'image mât-là, c'est une espèce de mât, là. Ouais. C'est plus en peinture, là, on appelle ça du mât, mais ça fait en sorte qu'on va rechercher une espèce de réalité à l'époque où le film se passe. Dans Phantom Thread, ça se passait dans les années, je pense, 70. Je pense avant ça, mais ça se peut, je sais pas. Ouais, 60, en tout cas. Ouais. Dans une vieille époque, fait que c'est le fun d'avoir une espèce de touch dans l'image. Ouais. Puis, mais justement, en plus, Alana Haim, qui est la fille principale, puis Cooper Hoffman, c'est deux non-comédiens. Puis que c'est intéressant aussi de voir ça parce qu'ils se débrouillent vraiment bien à l'écran. Puis c'est le fun. C'est le fun. Ouais. Puis Cooper Hoffman, il ressemble à son père. C'est incroyable. J'imagine. On dirait. C'est son premier grand rôle au cinéma ou il a juste jamais rien fait avant? Puis... Non, c'est même pas un acteur, Cooper Hoffman. C'est juste le gars de Philip Seymour Hoffman. Parce que Paul Thomas Anderson, c'est son parrain. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'écoutais un Q&A avec une couple d'acteurs, genre Benny Safdie, puis une couple de la gang. Je pense que Paul Thomas Anderson l'a achalé son neveu pour qu'il lise le scénario, puis Benny Safdie est comme « Hey man, quand Paul Thomas Anderson t'envoie quelque chose, tu le lis immédiatement parce que c'est fucking PTA. » Là, puis lui, il est juste « Hey, c'est Uncle Paul, je sais pas ce qu'il fait. » Puis c'est drôle. Ben ouais. C'était bien bon. C'était une belle histoire d'amour, comédie romantique, sympathique. Là, on aime ça. C'est pas The F-word, là, mais c'est très bon. C'est très bon. T'as préféré The F-word? Non. OK. Blasphème, là. C'est quand même bon pareil, là, mais blasphème. Fantastique. Puis, admettons que tu veux le comparer avec... parce que je sais que tu as écouté Punch Drunk Love aussi, là, cette semaine. Ouais. Tu l'as écouté avant ou après Punch... avant. Juste avant. Okay. Tu savais qu'il allait avoir une petite même vibe un peu, tu sais. Punch Drunk Love, c'était un peu une comédie romantique aussi, fait que... Oui, ben je l'ai écouté dans cette optique-là, mais je savais pas c'était quoi les Courage Pizza avant, mais c'est deux choses différentes, c'est pas pareil pour tout. OK. Parce que, mettons rapidement, Punch Drunk Love, c'est quoi? C'est Adam Sandler qui joue le personnage que je me souviens... Barry Egan, c'est ça son nom. C'est un gars qui a aucune confiance, il est comme...
rongé par l'anxiété, puis par la vie, puis là, il est écrasé par genre ses 7 sœurs, puis c'est comme si il pète un câble un moment donné quand il va un souper, puis il pète des fenêtres, puis genre tu sens qu'il pleure, puis il est en dépression, il va pas bien, tu sais. Ouais, il est colérique, le gars, là. Puis là, il trouve une fille qu'il aime, c'est comme l'ami de sa sœur, puis là, ça clique ensemble, mais là, c'est comme pas trop clair qu'est-ce qu'ils font, puis là, vu qu'il est tout seul, puis qu'il se sent pas bien, puis qu'il n'y a pas de psychologue, il appelle genre une ligne érotique pour essayer de parler à quelqu'un, parce qu'il n'y a personne à qui parler. Puis là, c'est comme une fraude, puis là, il essaie d'y voler de l'argent, puis ils viennent comme l'harceler pour avoir de l'argent. Fait que là, c'est comme ça à travers l'histoire d'amour. Tu sais. Ce qui est quand même autre chose à Licorice Pizza, que tu es plus dans l'adolescence, puis comme tu vagues à travers ça. Puis ça va faire référence, c'était un film que je vais parler tantôt, tu verras. Okay. Un film que tu n'aimes pas. Là. C'est-tu plus comme un coming of age? Ouais, un petit peu, ouais. À l'époque 70-80? Un petit peu, ouais. C'est ça. Intéressant. Ouais. Je te le conseille fortement, je pense que tu vas adorer ça. Fait que... Ben, c'est clair que je me lance là-dessus la semaine prochaine. Tu l'as? Je l'ai pas, mais tu sais, mais il sort mardi. Ouais, c'est ça. Ouais. On va sûrement faire ça. Je te conseille. Fais-toi une rétrospective PTA, là. Ça te le fun. Ben oui, c'est ça. J'ai pas tous ces films chez moi, mais tu sais, je vais écouter ces meilleurs, là, tu sais, Boogie Night, Phantom Thread, There Will Be Blood. Moi, j'ai son premier Hard Eight, que c'est pour un film qu'il y a peu de gens qui ont vu parce que c'est fucking introuvable. C'est introuvable. J'ai vu, je pense qu'il est sur Amazon. Ça se peut. Il est sur Amazon Prime, fait que parce que il me semble que je l'ai mis dans ma liste, là. Faudrait j'aille revoir, mais il me semble qu'il était là sur Amazon. On s'entend, c'est l'ébauche de PTA, c'est pas génial, mais tu sens ce qu'il va devenir par après, tu sais. Ben c'est ça a l'air que c'est comme son premier film, fait que c'est comme il essaye de trouver son chemin dans la vie. Ouais. C'est intéressant. Il y a quand même John C. Reilly dedans. Ça se peut, oui, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a Philip Baker Hall qui est comme le personnage principal, ou comme Ah ouais, c'est ça. Mais ça se peut, je me rappelle pas. C'est intéressant tout ça, Ben. Oui. Paul Thomas Anderson, fucking génie. Là. PTA. Ouais. Écoutez ça. Inherent Vice, je l'aime aussi. Ben, tu sais, c'est peut-être son. Ben, mettons, avec There Will Be Blood, puis ça, c'est peut-être les deux compliqués que ça fait 3 fois que je regarde, puis je comprends toujours pas ce qui se passe. Mais c'est très bon. Ben, tu sais, comme Inherent Vice, c'est quasiment plus l'histoire, justement, de Owen Wilson, qui joue un peu l'informateur qui a tombé dans d'autres. Fait que c'est un peu comme le but de l'histoire, c'est un peu de retrouver ce gars-là puis d'y sauver la vie, genre. Fait que c'est intéressant comment c'est pris, là, l'approche. Ouais. Puis ça va un peu dans tous les sens encore. Dans tous les sens, c'est vraiment dans le multiverse of madness. Aussi toute l'époque aussi, c'est le fun avec la musique, la vibe hippie, là, c'est le fun. J'adore ça. Ouais. Fait que c'est ça, Doctor Strange. As-tu vu ma plug que j'ai faite? Ouais. C'est la folie, Ben. Es-tu bon ton thé glacé? C'est une bière. OK. Mais que je parte avec un petit préambule de Doctor Strange. Ouais, vas-y. Moi, c'est parce que c'est ça, Ben. Pour te dire, j'ai été au cinéma cette semaine voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. C'est ça, parce qu'au départ, moi, c'est un film que je trouvais que ça avait l'air sympathique. Je me suis dit, peut-être je vais aller le voir, tu sais, ça va être cool. Ouais. Mais là, j'ai regardé Doctor Strange, le premier. Là. Ouais, parce que tu n'avais rien vu de Doctor Strange j'avais pas vu ça. À part les Avengers, les deux derniers Avengers. Exactement. Puis j'ai trouvé ça absolument pourri. C'était beige, c'était brun, c'était mauvais en tabaslac. Fait que ça m'a comme découragé. Puis je disais, non, je n'irai pas le voir. Puis je vais attendre à un moment donné, genre sur Disney Plus un jour. Là, c'est ça. Ouais, parce que je t'avais dit d'écouter aussi la série WandaVision. Ouais. Parce qu'on la voit dans Doctor Strange 2. Mais je peux comprendre, parce que je l'ai réécouté aussi, le premier Doctor Strange. Ça n'a jamais été mon meilleur Marvel non plus, là, MCU. Parce que le film en tant que tel, il est pas. Je le classerais dans les deux avec les deux premiers Thor. C'est comme des films que tu écoutes, admettons, quand tu veux vraiment comme suivre l'histoire du MCU, mais t'as comme pas le goût de le réécouter, genre parce que c'est pas un film, admettons, je te dirais, Iron Man, là, le premier Iron Man, je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Ce film-là, il est bon en tabarnak. Ouais. Tu l'écoutes, puis il y a comme un beat, un rythme. Il y a une personnalité. C'est ça, puis c'est aussi le premier film, au-delà des 26 qui viennent de sortir, que
c'est celui qui a comme tout commencé. Fait que ça fait encore plus mythique là, pour le film. Mais Doctor Strange, mettons, le premier, je trouve, il est long. Il y a beaucoup il y a beaucoup de parlage. Puis, c'est pas parce que le personnage n'est pas intéressant. Le personnage, là, il est super intéressant. Oui. C'est ça, je te dis, tout l'univers autour, justement, des comics, avec Doctor Strange, c'est un personnage qui est vraiment connu de beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de fans des comics qui trippent bien raide là, sur Doctor Strange. Mais c'est sûr que c'est un personnage complexe. Le film, je trouve, moi, le premier film, ils ont quand même réussi à nous montrer c'était quoi exactement l'univers des arts mystiques, puis tout ce qu'il y a autour du personnage, puis des magiciens, mais c'est sûr que c'est difficile d'intégrer tous les vilains aussi de ce monde-là dans le film, parce que comme tu as vu le premier film, le vilain à la fin, c'est Dormammu, puis Dormammu, c'est comme un big vilain là, dans l'univers des arts mystiques, puis du multivers aussi, fait que c'est quand même, il l'amène à la dernière minute du film, il reste comme 10 minutes au film, puis là, Dormammu est là, puis on voit juste sa grosse face. Fait que, c'était un peu. C'était bizarrement apporté, je trouve. Non seulement ça, puis t'as Mads Mikkelsen qui est sous-utilisé, puis c'est minable en esti. C'est ça, il fait comme l'antagoniste du film, mais il n'y a comme pas de prestance. On dirait qu'ils n'ont pas donné le choix de vraiment comme donner une prestation mémorable. Ouais. Fait que, mais en même temps, ça revient aussi au choix d'avoir un bon réalisateur pour ce genre de film-là. Puis avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je trouve qu'ils ont tapé dans le mille avec le réalisateur parce que c'est Sam Raimi qui a réalisé le film. On le connaît surtout pour la première trilogie des Spider-Man avec Tobey Maguire. Mais les films qui l'ont fait connaître, Sam Raimi, c'est Evil Dead. C'est tout l'univers de ce qui est horreur, un mélange d'horreur-comédie. Je sais pas si tu as déjà vu les Evil Dead. J'ai vu le premier. OK, ben tu vois, le premier, moi, selon moi, c'est le meilleur de toute la gamme, mais parce qu'il y a 3 Evil Dead de Sam Raimi. Le troisième, ça s'appelle Army of Darkness. Ah oui. Fait que ça se retrouve comme... Parce que le personnage, Ash, il se retrouve comme dans le temps médiéval, comme des démons. C'est un peu plus comédie-aventure que horreur. Mais le premier, Evil Dead, l'opéra de la terreur, c'est beaucoup plus l'ambiance d'horreur, même s'il y a un peu de comique dans tout ça, surtout aujourd'hui, avec les effets spéciaux qu'il y avait dans le temps. C'est écœurant là, comment c'est fait, les démons et toute la kit. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est drôle de regarder ça, ça fait pas vraiment peur. C'est juste... ça a quand même ça a bien vieilli pareil, mais avec les effets qui sont faits en main, je trouve que c'est beau, puis ça a de la gueule. Là. Ah oui, ben tu sais, c'est en plein dans les années justement 80, puis tu sais, c'est ce qu'on aime aussi des vieux films d'horreur de cette époque-là. On pense à Nightmare on Elm Street, toutes les espèces de monstres en quoi ils se transforment, Freddy Krueger. Puis c'est ça, mais le côté comédie de cette trilogie-là arrive plus dans le deuxième film, Evil Dead 2, où le personnage interprété par Bruce Campbell retourne dans le monde des enfers, si tu veux, puis il y a comme toute une histoire autour d'un livre, le livre des ténèbres, là, les livres des morts. Comme. Fait que, puis là, c'est plus comédie, il s'en va plus vers la parodie de son premier film, si tu veux. C'est comme un rematch du premier film, mais en parodie. Fait que c'est quand même intéressant. Mais bref, au travers des années, Sam Raimi a fait d'autres films d'horreur, dans le même genre. On pense un de ses derniers dans la dernière décennie, là, je pense que c'était en 2009 qui était sorti, c'est Drive Me to Hell. Ça dit quoi, là? Non, à part les Spider-Man et Evil Dead, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. OK. Ben, il y a beaucoup de produits de films aussi, des films d'horreur, un peu le même genre. Là. Il avait produit, je me rappelle, The Boogeyman. C'était vraiment plate comme film, mais il avait produit ça. Mais Drive Me to Hell, je trouve c'était un de ses bons films aussi parce que ça va rechercher un peu plus l'origine de sa filmographie avec des espèces
Parce que Grind Me to Hell, c'est une fille qui se fait lancer. Ouais, c'est ça. Elle se fait lancer un sort par une gitane. Puis là, la gitane, avant de mourir, dans le fond, parce que c'est une fille qui vend des assurances, là, quelque chose comme ça. Puis la gitane, elle ne peut pas avoir d'assurance. Fait que là, elle se venge. Puis elle jette un mauvais sort à cette fille-là. Puis là, elle, il y a plein de malheurs qui arrivent. Puis là, elle voit des morts partout. Puis, tu sais, c'est quand même très bon. Tu sais, on se retrouve dans un univers quand même assez horrifique, là. Mais, tu sais, sinon, les Spider-Man qu'il a fait, c'est écœurant, tu sais, parce que c'est vraiment loin de ce qu'on le connaissait de lui, mais ça reste qu'il rajoute quand même ses touches d'espèce de monstre, son espèce de ton dans ses films un peu. Il s'en va tout le temps chercher un petit peu un reflet des comics. Fait que dans les Spider-Man, ça fitait bien, tu sais, dans la structure des films, puis l'esthétisme aussi. Puis avec Doctor Strange, ben, il va rechercher un peu le même style de réalisation qu'il a fait dans les Spider-Man. Fait que, tu sais, on se retrouve vraiment plus dans un film qui est comme un relief d'un comics. Puis tu rajoutes à ça tous les monstres aussi du multivers qu'on voit dans le film. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça a été dit, tu sais, la rumeur, c'était que ça allait être le premier film d'horreur du MCU, Marvel Cinematic Universe. C'est-tu le cas? Ben, je dirais que oui, c'est le cas. C'est pas un film totalement d'horreur. Je veux dire, les familles ils vont quand même pouvoir aller voir le film. Là. Je pense qu'il n'est même pas 13 ans et plus. Mais reste que je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui vont dire mais là, c'est bien trop c'est bien trop rough pour des jeunes parce qu'il y a du sang quand même. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des monstres qui font peur. Tu vois un Doctor Strange mort vivant. Fait que c'est quand même horrifique comme scène, mais ça s'écoute vraiment bien. Là. Pour vrai, c'est pas. Il aurait même pu aller plus loin, je pense. Puis ça a l'air, il y a comme un montage de Sam Raimi qui a comme fait à part, là, parce que ça a l'air, il y avait des scènes trop sanglantes là, pour l'univers. Mais moi, je suis content quand même pour ce qu'on a eu là, dans la portion horreur du film. Je trouve que ça fit vraiment bien avec ce qu'on espérait, dans le fond. Là où ça l'accroche un peu le film, parce que je te dirais, j'ai vraiment apprécié le film. Là. Il était vraiment bon. C'est sûr que c'est pas mon meilleur du MCU, là, évidemment, parce qu'il y a quand même des petits accrochages ici et là. Le plus gros problème du film, c'est que je pense qu'ils ont intégré un peu trop de personnages dans le film de Doctor Strange pour un film de Doctor Strange. Tu sais, c'est pas, mettons, vraiment l'histoire de Doctor Strange, c'est plus Doctor Strange qui veut sauver un nouveau personnage. Fait que le nouveau personnage en question, c'est America Chavez, que elle, son pouvoir, c'est de voyager à travers les multivers. Fait qu'elle crée des brèches dans le multivers, puis là, ils peuvent aller dans d'autres univers facilement. T'sais. C'est un moyen aussi de nous faire parcourir dans d'autres univers. C'est juste que là, c'est pour ça, c'est comme elle qui se retrouve par hasard dans l'univers, dans l'univers qu'on connaît, là, du MCU, où ce que les Avengers, où ce que le Doctor Strange qu'on connaît. Puis là, lui, il se retrouve comme confronté à elle, puis là, il veut l'aider, fait que ainsi de suite, ça va nous amener dans une aventure où là, il s'en va rencontrer Wanda, qui est Scarlet Witch, la sorcière rouge, que là, il va demander de l'aide à Wanda parce que c'est comme la magie noire qui poursuit la petite fille pour voler son pouvoir. Fait que là, Doctor Strange va vouloir savoir c'est qui recherche son pouvoir à elle pour se promener d'un multivers à un autre. Puis là, la seule façon de savoir, c'est parce que la personne qui utilise la magie noire, c'est qu'il travaille avec le Darkhold, qui est comme un bouquin des livres des ténèbres, un peu, là, le livre des morts, là, si tu veux. Là. Fait que là, encore là, ça fait un petit parallèle à Evil Dead, fait que c'est le fun. Puis ça, le Darkhold, si, admettons, il y a des gens qui voulaient en savoir plus sur l'univers un peu des ténèbres, là, des arts mystiques, sur Disney+, il y a une série qui s'appelle What If. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ben, je l'ai vu, je pense, je l'ai vu passer. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est comme une série de dessins animés, quand même bien fait. Là. Puis je pense qu'il y a 15 épisodes, quelque chose comme ça. Puis chaque épisode dure, mettons, une demi-heure. Il y en a qui durent 25 minutes. Puis c'est comme toutes des histoires de d'autres univers, c'est parallèle. Mettons, il y a une histoire avec... admettons, la première histoire, ben c'est
à place que Steve Rogers devienne Captain America, ben c'est l'agent Carter qui va comme prendre sa place dans l'expérience. Fait que c'est elle qui devient comme elle s'appelle Captain Carter, là, mais c'est comme une femme Captain America, si tu veux. Fait que, ça fait comme une histoire différente de ce qu'on a vu dans le MCU. T'sais. Puis il y a une histoire où Doctor Strange, ben, c'est comme si dans le premier film, il n'était pas tout seul dans la voiture, il y avait Christine, sa blonde, avec lui, puis elle est morte dans son accident. Fait que là, il devient comme paranoïa, puis là, il s'en va justement dans le Dark Hole pour ramener des morts sa blonde. Puis là, finalement, ben, quand tu travailles avec le Dark Hole, c'est comme tu t'en vas dans les ténèbres, puis tu ouvres une porte aux ténèbres, si tu veux, fait que tu deviens comme démoniaque. Puis là, c'est comme Doctor Strange qui devient démoniaque. Puis dans le film, Multiverse of Madness, c'est un peu cette histoire-là aussi. Tu parcours un peu plus les esprits, puis les morts. Fait que c'est une histoire un petit peu plus dark. Mais ça aurait pu être plus dark que ça. Mais c'est juste là où ça fait un peu, ça déçoit un peu les gens. Il y a beaucoup de critiques aussi qui disent que, beaucoup de critiques, je veux dire, les gens, là, en général, sur Facebook, admettons, ils vont chialer, ils vont dire « Ah, c'était vraiment pas bon comme film, c'est décevant. » Peut-être parce que l'histoire en soi, c'est pas le méchant auquel on s'attend, puis il n'y a pas des caméos comme, comme on pensait. Toutes les rumeurs là, sur ce film-là, depuis que c'est annoncé, vu que c'est le Multiverse of Madness, le multivers de la folie, tu t'attends à ce qu'il y ait plein de caméos puis plein de surprises, un peu comme ils ont fait avec No Way Home. Avec les deux autres Spider-Man qui sont revenus, puis si tu veux, ça l'entoure ça l'englobait tous les autres films de super-héros ensemble. Fait que c'était le fun. Mais dans Doctor Strange, finalement, on a des caméos qui sont le fun. T'sais. J'ai été surpris par deux d'entre eux. Mais Peux-tu sinon, les dire? Pardon? Peux-tu les dire? Non, je ne dirai pas parce que je veux pas spoiler non plus, mais ça va sortir dans 2 semaines, c'est sûr. Mais je te dirai à part, là, si tu veux le savoir. Pourquoi ça fait ça, c'ti? Pardon? Ça dit qu'il reste 10 minutes à réunion, mais en tout cas, whatever. Et Colin. Pas grave. Je vais continuer de parler, Ben. Finalement, il y a des caméos qui sont le fun, mais c'est pas, mettons, il y avait des rumeurs. Bon, là, je peux dire que qui n'y a pas dedans, il n'y aura pas Tom Cruise, admettons, en Iron Man, C'était des rumeurs, ça, qu'il y avait ça? Il y a beaucoup de rumeurs qui disaient Tom Cruise allait venir en Iron Man parce que quand ils ont écrit la première ébauche du film de Iron Man, c'était dans les années 90, puis ça a l'air supposément que c'est Tom Cruise qui allait le personnifier à l'écran. Mais ça s'est jamais fait finalement. C'est un peu comme Nicolas Cage là, qui n'a jamais fait Superman. Mais là, les gens disaient « Oh, on va voir un Tom Cruise dans le rôle de Tony Stark, mais dans un autre univers. » Puis, il y en a qui l'appelaient le Iron Man suprême là, parce que c'est comme un Iron Man qui est plus puissant. Là, en tout cas, finalement, il l'a pas dans le film. Là, il y a pas... Ils ont un gros budget, là, mais il n'y a pas des gros acteurs là, qui vont aller faire des apparitions soudaines là-dedans. Surtout random, de même s'il n'y a rien qui se passe par après. J'imagine s'ils font ça, ils vont le faire payer par après, là, mais ça n'aurait pas de sens. Là. Ouais, non, c'est ça. Ben, dans le fond, ça aurait du sens parce que c'est comme un autre univers, dans le sens que il y a des caméos qu'on voit dans le film que je suis pas mal sûr qu'on les reverra pas là, après, mais ils sont venus pour faire un caméo. C'était le fun, c'était plaisant, mais c'est des caméos de même pas 5 minutes. Là, fait que ça vaut la peine dans le sens que c'est le fun, ça rajoute un peu de beat là, dans le film, puis de réaction du public. Mais c'était pas des caméos que tout le monde réagissait comme quand on a réagi, quand on a vu les autres Spider-Man dans No Way Home. Fait que c'était pas... le plus gros caméo, je trouve, le fun qu'ils ont mis dans le film, on le voit dans l'annonce, t'sais. Tout le monde s'en doutait, t'sais. Professeur X des X-Men, t'sais. Fait que, tout le monde s'en doutait parce qu'on connaît la voix de Patrick Stewart. Puis, quand il parle dans l'annonce, on le sait que c'est lui. T'sais. Il aurait peut-être dû juste pas mettre lui dans l'annonce, puis ça aurait été comme plus surprenant. Mais, mettons, moi, je m'attendais à voir peut-être Chris Evans, qui joue Captain America, revenir, mais dans son rôle de Human Torch.
des 4 Fantastiques, tu sais, dans les vieux 4 Fantastiques là, qui sont sortis en 2005. Tu sais, ça aurait été quand même très drôle puis intéressant de voir ça, tu sais, parce que c'est surtout avec un Doctor Strange qui connaît le Captain America de son univers, mais qui ne connaît pas l'autre. Mais bref. Mais s'ils ont mis Patrick Stewart, ça veut-tu dire qu'il y a des X-Men en chantier qui s'en viennent avec Patrick Stewart encore? Ben, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont reprendre Patrick Stewart, qu'il est quand même rendu vieux. Là. on le voit aussi là, dans son personnage. Mais je pense qu'ils ont fait ça aussi pour nous induire que justement, ça s'en venait. Là. Il y a des X-Men qui. Les X-Men s'en viennent dans pas long, là, dans le sens que là, on est dans la phase 4 du MCU, puis les X-Men sont censés venir dans la phase 5. Fait que, c'est pas de suite, c'est sûr, là, mais ça s'en vient. C'est en chantier. Là où c'est décevant aussi, c'est que je trouve, comme je te disais, bon, là, c'est plus l'histoire d'America Chavez qui demande l'aide de Doctor Strange. Mais il y a aussi beaucoup de Wanda dans le film. Fait que c'est comme un peu plus l'histoire de Wanda aussi sur le side. Fait que je trouve que le film, il aurait quasiment pu l'appeler Scarlet Witch in the Multiverse of Madness. Ah, c'est moins vendeur, probablement. Ben, oui, puis non. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent voir un film sur Scarlet Witch. C'est juste que là, en plus, ça aurait fité après sa série, WandaVision, que là, elle devient vraiment. À la fin de WandaVision, elle devient vraiment la Scarlet Witch qu'on veut voir à l'écran. Mais bon, ça reste que Doctor Strange est quand même présent dans le film. Il laisse pas sa place aux autres. C'est juste que c'est pas une histoire vraiment qui le concerne lui. C'est plus comme lui qui aide. Il jouait un peu plus. Il jouait un peu plus le rôle qu'il jouait dans Spider-Man No Way Home. C'est un super-héros qui aide d'autres personnes, parce qu'il veut aussi se racheter de ce qu'il a fait à tout le monde, parce que dans Endgames, c'est un peu sa faute si tout le monde est disparu pendant 5 ans, parce que c'est lui qui a donné la pierre d'infini. Mais bon, finalement, le film en soi est très bon. Il est vraiment meilleur que le premier, là, mais je trouve que c'est la vibe aussi, puis ils ont bien choisi le réalisateur, Sam Raimi. C'était vraiment un film pour lui, là, parce que c'est vraiment son univers là, aussi qu'il a créé avec Evil Dead. D'ailleurs, tu as une apparition de Bruce Campbell. Ah Bruce ouais? Campbell qui joue Ash dans Evil Dead, puis qui se retrouve dans tous les Spider-Man aussi à jouer des rôles différents. Il y a une apparition dans ce film-là aussi, puis c'est drôle. Là, fait que c'est pour les fans, ça, plus. Là, mais non, pour la suite, je pense qu'il va rester à la barre du prochain aussi, parce que ça finit que il y a des petites scènes là, après le générique. Puis, ça finit qu'il y a une bonne suite qui s'en vient, je pense. Ça va être intéressant. C'est sûr que ça ne nous en dit pas plus sur qu'est-ce qui va se passer dans la suite, mais je suis quand même confiant. Là. Si c'est le même réalisateur, ça va être le fun. Ben, j'imagine. C'est un bon cinéaste, Sam Raimi, puis une Ouais. vision intéressante. Fait que s'ils peuvent continuer avec ça, puis d'autres, comme Chloé Zhao a fait un bon travail avec Éternel, ben, poursuivons là-dedans, puis c'est intéressant. Ouais, ben j'espère que c'est Chloé Zhao qui va faire la suite d'Éternel, s'il y a une suite. On n'a pas entendu parler, mais, mais parlant de. Je peux peut-être aller avec mon autre bloc, là, si tu veux, qui avait un lien avec Doctor Strange. Là. Ouais. Là, il reste 3 minutes 37 avant que ça coupe. Fait que vas-y, ça puis va ça va couper un moment donné. Ben, regarde, ça me fait ça. Je comprends pas pourquoi ça fait ça faisait pas ça avant. Fait que... Des choses qui arrivent, on est peut-être rendu trop célèbre, Ben. Peut-être. mais bref, on parle d'Éternel. Les Éternels, c'était comme c'était des dieux, si tu veux. J'ai écouté la série Moon Knight sur Disney+. Oui. Je t'en avais parlé, que j'aimais bien ça. Là. Puis là, il y a 6 épisodes, puis je les ai finis la semaine passée. Puis pour vrai, c'était vraiment bon. Surtout la dernière épisode, là, ça te laisse vraiment comme dans un... Ben, ça finit, puis tu espères qu'il y a une suite. Puis là, il y a des commentaires comme quoi la suite, ça se fera pas tout de suite. Puis là, tu as d'autres commentaires des gens qui disent « Ah, ben là, c'est plate, c'est bon. » Puis c'est quand même une série, tu sais qu'il y a beaucoup d'écriture qui a été faite là, pour arriver à ce résultat-là, parce que Moon Knight, c'est un personnage très complexe aussi, là, comme Doctor Strange, mais d'une autre manière. Moon Knight, c'est que c'est un ancêtre. Dans le fond, c'est les esprits des dieux égyptiens qui viennent contrôler certains corps humains pour
dans le fond, c'est les corps humains qui vont être leur, comment ils appellent ça déjà, leur espèce de serviteur, là, si tu veux. Ils vont prendre possession de leur corps pour agir, faire leur job sur Terre, encore. Puis là, c'est Oscar Isaac qui a un esprit en lui. Mais ce personnage-là, qui s'appelle Mark Spectum, lui, il a une double personnalité. Puis sa double personnalité, elle ne sait pas qu'il y a un esprit, un ancêtre de dieu égyptien en lui. Fait que des fois, il se réveille, puis il fait comme l'apnée du sommeil, si tu veux. Fait qu'il. Pas de l'apnée du sommeil. Somnambulisme. Ouais, une espèce de. Tu sais, quand tu rêves éveillé, là, comme tu te lèves, puis. En tout cas, il s'attache à son lit parce qu'il ne veut pas aller partout là, ailleurs. Mais c'est parce que c'est son double qui se réveille quand lui dort. Fait que, ils font plein d'affaires quand lui dort. Puis c'est ça, sa double personnalité, c'est Steven Knight. Fait que t'as comme deux personnalités. Deux personnalités qu'au début de la série, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est quand même très mélangeant. Là, tu comprends, mettons, à partir de l'épisode 3-4. Là, mais c'est quand même intéressant comment c'est apporté, l'histoire. Puis à travers ça, tu as un Ethan Hawke qui joue un humain, mais c'était comme un ancien. Un autre, c'est ça que je voulais dire. Les humains, c'est comme des autres pour les dieux égyptiens. Puis Ethan Hawke, c'est comme un humain qui a été rejeté par le dieu qui possède Oscar Isaac. Fait que lui, il veut se venger de ce dieu-là. Fait qu'il s'en va comme réveiller un autre dieu qui est encore plus puissant. Ouais, vas-y. Ça va couper. OK. Ben écoute, on se rappelle. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Moon Knight, c'est. Tu sais où est-ce que tu étais? Je me rappelle plus. Ouais. Ben, je te parlais d'Ethan Hawke, là, qui était comme le vilain de l'histoire. Mais tout ça pour dire que Moon Knight, c'est une très bonne série. Je pense que c'est la meilleure série qu'ils ont faite jusqu'à maintenant. C'est la première série aussi qui intègre un nouveau personnage, un nouveau super-héros qu'on n'a pas vu dans le MCU. Puis il n'y a pas de. On ne voit pas de lien non plus avec le MCU en soi. On le sait que c'est dans le même univers parce que ça a été dit. Là. Mais ils ont coupé même des scènes qui faisaient apparaître. Je pense qu'ils faisaient apparaître un éternel un moment donné. Okay. Puis finalement, ils ont coupé cette scène-là pour vraiment comme séparer cette série-là avec l'univers du MCU. Puis je pense que c'est quand même une bonne chose. On va sûrement le voir dans un film prochainement. Il y a des rumeurs comme quoi il apparaîtrait peut-être dans Wakanda Forever, vu que c'est Wakanda Forever va parler aussi de Namor, là, qui est comme une espèce d'Aquaman, si tu veux, mais c'est un méchant là, du MCU. Mais c'est comme c'est un dieu d'Atlantis, là, fait que il a un peu les mêmes pouvoirs d'Aquaman. Mais vu que Moon Knight, ça parle des dieux aussi, fait que c'est quand même intéressant d'avoir tous les dieux dans le même bassin. Ouais, ça ramène aussi, c'est ça, Eternal, c'est un peu la même chose aussi, c'est intéressant d'avoir tout cet aspect mythologique-là qui se transpose dans le monde humain. Oui, c'est ça. Puis c'est de la mythologie aussi égyptienne, fait que c'est le fun. Là, on voit la mythologie norvégienne avec Thor, nordique, là, plus. On voit la mythologie plus dans les Éternels, bon, c'est une mythologie un petit peu grecque, là, mais c'est comme du mélange aussi là, de tout plein. Il y a de l'Indien, il y a plein d'affaires. Puis c'est ça, t'es dans l'Égypte, fait que c'est quand même plus intéressant aussi. Puis à travers ça, ben, c'est ça, la série en soi est quand même spéciale. Là. Je pense pas que ça va plaire à tous quand même, là, mais il y a un certain travail psychologique aussi là, à faire dans chacun des épisodes, vu que c'est aussi un personnage qui a une double personnalité. Fait que c'est de plonger aussi dans sa mémoire, puis de pourquoi il y a une double personnalité, d'où ça vient, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a une double personnalité. Mais Oscar Isaac, il joue bien en tabarouette. Là. Fait que, Oscar Isaac et Ethan Hawke, c'est deux méchants comédiens de fou, là. C'est hot. Oui. Ouais, puis Ethan Hawke, justement, il parlait récemment que un de ses meilleurs films de super-héros, c'est Doctor Strange. C'est écœurant. Écoute, chacun ses goûts. Hein. Oui. Puis il a quand même mis Logan là, dans son top 3, fait que c'est excellent. Sinon, je te dirais que Moon Knight, la seule chose qui est décevante pour moi, c'est que les effets spéciaux sont vraiment moyens. Là. Je trouvais qu'on avait vraiment plus un budget de bas de gamme. Là.
pour cette série-là. Mais c'est sûr que dans toutes les séries jusqu'à maintenant qu'ils ont faites, il n'y a pas tant des bons effets spéciaux. WandaVision, ça allait un petit peu mieux là, avec le style de série que c'était. Mais tu regardes, mettons, le Falcon and the Winter Soldier, tu vois Falcon voler dans les airs, puis c'est vraiment pas comparable à quand tu le vois voler dans les Avengers. Là, c'est vraiment des effets spéciaux un petit peu moins... c'est sûr que c'est fait aussi pour leur streaming. Fait que, ils veulent pas mettre trop d'argent là-dedans. Ça, je serais curieux de voir les budgets qu'ils ont. Parce que c'est sûr qu'ils ne feront pas l'argent qu'un Avengers va faire parce que c'est sur Disney+, mais ils font de l'argent pareil avec ça, mais à quel point? Je serais curieux de voir des chiffres. Là. Ben, c'est ça. Moi, là où je voulais en venir aussi avec Doctor Strange, en comparaison avec Moon Knight, Moon Knight, je trouve, ça aurait fait un Christy de bon film aussi. C'est sûr que là, tu as 6 épisodes qui durent environ 50 minutes chaque. Là. Puis on coupe là-dedans le générique de 5 minutes qu'ils mettent à chaque fois. Mais ça aurait fait quand même un bon film. Ça aurait été compliqué, vu que il y a beaucoup de ça à connaître, là, vu que c'est un personnage qui est quand même complexe. Mais tu regardes ce qu'ils ont fait avec le premier Doctor Strange, puis ils ne peuvent pas faire pire. En même temps, oui, mais le premier Doctor Strange durait 1h55, genre. Oui. C'est passable. Pour moi, un film de super-héros, comme je te disais, c'est pas en bas d'1h50, parce que là, c'est sûr, en bas d'1h50, c'est de la merde. Mais, surtout un Doctor Strange, comme le deuxième, il dure 2h06. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas eu tant de caméos, puis que l'histoire n'est pas tant comme déployée sur Doctor Strange. Je pense que ça aurait été intéressant que ça dure un petit peu plus longtemps, là, rajouter comme une demi-heure de plus là, pour en savoir un petit peu plus sur justement le multiverse. Puis, parce que le nom, c'est Multiverse of Madness, mais on s'en va juste, on parcourt vraiment rapidement comme plusieurs univers, mais l'histoire se passe juste sur un autre univers en particulier. Là, ils s'en vont juste sur une autre planète, là, si tu veux. Fait que c'est un peu décevant dans ce sens-là aussi. Puis, la fin, mets-tu la table sur un Doctor Strange 3 ou sur un autre film qu'on attend déjà puis ça va être le fun? Non, ça met vraiment l'emphase sur un prochain Doctor Strange. Okay. Puis j'imagine que ça risque d'être plus une histoire sur Doctor Strange aussi. Là, fait que ça risque d'être plus intéressant. Là. Mais non, c'est ça. C'est pas comme un. Les scènes à la fin du générique, c'est pas. Il y en a 2, puis il y en a juste une qui est importante. Là, parce que celle à la fin, c'est Bruce Campbell, là, qu'on retrouve son personnage. Puis, c'est juste. C'est drôle, là, mais c'est pas important. Mais la première scène qu'on voit à la fin du générique, c'est vraiment comme une scène qui nous entame sur un prochain Doctor Strange. C'est pas, mettons, comme tu vois un autre super-héros, puis ça l'annonce un prochain Avengers. Fait qu'il parle pas des gardiens nulle part. Non, c'est ça. Il n'y a pas rien des gardiens. J'ai hâte de voir. L'année prochaine, les gardiens. Je sais. 2023. Puis, mais ils vont être dans Thor, j'imagine. Oui, on les voit dans Thor. Ouais. On les voit dans l'annonce. Mais selon l'annonce, j'ai comme l'impression que on va soit les voir juste au début ou juste à la fin. En tout cas, j'ai l'impression qu'on ne les verra pas tant que ça, mais ça va être quand même intéressant de les voir. Puis, c'est ça. Moon Knight, c'est ça. J'ai aimé la série. C'est juste, je trouve ça décevant qu'ils font des séries comme sur des nouveaux personnages comme ça. Ça gâche un peu leur univers. Surtout que, là, t'as comme pas le choix d'écouter les séries pour écouter les films. Parce que dans Doctor Strange, le Multiverse of Madness, Wanda elle va parler de ce qui se passe dans cette série parce que ça se passe après. Fait que, si t'as pas écouté la série, c'est un peu fuck it up. Là. Tu comprends plus rien de l'histoire. Ça, je trouve ça dommage. Personnellement, ça me dérange pas qu'ils fassent un streaming et qu'ils mettent plein de super-héros là-dessus. Mais ça aurait été mieux, selon moi, qu'ils fassent vraiment des histoires qui n'ont pas de lien vraiment. Tu peux retrouver, mettons, Wanda, mais fais pas la continuité dans les films parce que ça a comme plus de sens, tu sais. Ouais, mais ça fait de l'argent. Hein? Ben oui, c'est sûr, Ben, c'est sûr. Mais tu sais, tant qu'à ça, fais juste des séries sur des nouveaux personnages, puis ils n'ont pas de lien avec les films. T'sais. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est la faute du game. C'est la faute du game. On pense la même chose depuis moi.
sais, mettons, Falcon and the Winter Soldier, c'est une série qui nous aide à comprendre comment que Falcon va devenir comme le nouveau Captain America, t'sais. Mais à la fin d'Endgame, tu le sais que ça va être lui le prochain Captain America. Fait que, la série, elle a quand même du sens. Tu n'es pas obligé d'écouter la série pour savoir que dans le prochain Captain America, ben, c'est Falcon qui est le Captain America. T'sais. Mais c'est le fun, la série, de l'écouter pour savoir c'était quoi son procédé avant d'accepter le fait que c'est lui le nouveau Captain America. T'sais. Fait que c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire, Ben. Moon Knight, c'est une très bonne série à écouter. Puis laissez-vous pas distraire par les mauvais effets spéciaux, ça fait la job. Ben, je dis mauvais, mais tu sais, c'est quand même Disney, là, ça a de l'allure pareil, mais tu regardes ça, puis ça a l'air de plus comme une espèce de manque de budget. Là. Puis c'est-tu épisodique ou c'est comme une série qui suit dans ces épisodes? Ah, ça suit vraiment complètement. Mieux. Là. Ouais. Tant mieux. Excellent. C'est à suivre, ça. Je vais prendre une gorgée d'eau. Si tu veux regarder un film, vas-y. Il m'en reste 3. Fait que... C'est 3 films qui ont tous des liens un entre eux, mais qui ont comme rien à voir entre eux en même temps. Qu'est-ce que je vais aller avec Medicine for Melancholy, qui est le premier film de Barry Jenkins que je te parlais l'autre jour, que j'avais commandé. Oui. C'est un film qui est sorti en 2008, puis qui est fait avec, je pense, genre 13 000 $, quelque chose comme ça. Qu'est-ce Puis tu sais, Barry Jenkins, il a une belle sensibilité, c'est très humain, puis c'est comme des gens qui discutent en général. C'est ça. Des gens qui vivent la vie normale. Puis dans le fond, ce film-là, c'est 2 personnes. C'est souvent des noirs aussi, là. C'est souvent des histoires de noirs. C'est que des noirs. Puis ça a un rapport aussi parce qu'il parle aussi de l'histoire des noirs. Puis t'as comme 2 visions qui se clashent entre genre un qui est plus radical par rapport au racisme, puis l'autre qui est plus comme ouvert, puis comme hey, c'est pas nécessairement ça ce qui se passe, en tout cas. OK. Ouais, en tout cas. Puis dans le fond, c'est ça. C'est 2 personnes qui se lèvent le matin d'un party, puis qui s'en vont du party. Mais là, tu te rends compte que les 2 personnes, ils ont eu une aventure le soir. Tu sais. Fait que là, le gars, il essaye de comme parler avec la fille, puis passer la journée, puis juste comprendre c'est qui cette fille-là, parce qu'il sait pas son nom, puis il se souvient plus. Tu sais. Mais là, tu te rends compte que la fille est mariée. Ben, c'est ça. Puis la fille est mariée. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais là, c'est comme les 24 heures après le party. Puis tu suis eux autres qui sont juste, ils font des petites activités, puis ils jasent de la vie en général. C'est très bien, c'est très bon. C'est des belles discussions philosophiques. C'est sûr que c'est en noir et blanc. Le fait que ça coûte, il y a eu comme 13-15 000 $ de budget, puis ça se ressent pareil, parce que des fois le son est mauvais. Le dialogue, ça sonne le cul. Là. mais ça n'enlève pas que le film est très bon. C'était vraiment bien. Là, belle sensibilité. Est-ce que ça marche avec l'espèce de ton qu'il donne au film? Le fait que le son soit pourri, est-ce que c'est... Le son n'est pas pourri. Non, mais tu sais, est-ce que ça veut avoir l'air justement d'un vieux film des années 30, que c'est juste une histoire de... OK. Non, mais c'est juste que, tu sais, des fois, tu as des dialogues, puis tu entends du son en arrière des dialogues, puis c'est pas super bien enregistré. Ah, mais c'est fait avec les voyous du bord, là, tu sais, il y avait probablement pas d'équipe avec lui. Puis, tu sais, justement, Moonlight, c'est en quelle année? C'est 2017? 2016, je pense. Oui, on était au cégep, c'est vrai. 2016. Fait qu'entre ça et Moonlight, c'est 8 ans. Ça a pris 8 ans avant qu'il fasse son prochain film. Ça a été long, mais qu'il y a de l'argent et tout. Fait que c'est fun de le voir travailler. C'est son dernier film, là. C'est son premier film, Medicine for Melancholy. Ah, OK, c'est ça. Sorti en 2008. OK, ça a été... OK, ouais. Qu'est-ce que ça fait un job? Ça. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ça. C'est un film qui doit être très rare à trouver. C'est un peu comme un Xavier Dolan ou... Non. Le premier de Xavier Dolan, il l'a payé de sa poche. Est-ce que lui aussi, il a payé ça de sa poche? Je pense que c'est un ami qui a donné de l'argent pour faire ça. OK, mais Ben, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ah. Renseigne-toi. Ah, mais ça fait 2 semaines que je l'ai vu, je me rappelle plus. J'avais lu sur le film aussi, mais ça fait un bout. Non, c'est bien correct. Mais ouais, non, ça a 0 rapport avec Xavier Dolan. C'est moins esthétique que du Xavier Dolan. C'est vraiment une vibe de juste des gens qui marchent. Puis c'est fait avec pas beaucoup d'argent. J'aime ça des films qui sont faits avec amour. Comme, hey, on fait avec ce qu'on a, puis ça donne ce que ça donne, puis ça donne quelque chose d'intéressant. Dirais-tu que ça a un petit essence à la Woody Allen? Ah, je te dirais que oui. Mais Woody Allen, c'est principalement ça. Des gens qui dialoguent couchent ensemble et qui dialoguent après.
Oui, je te dirais que oui. Puis tu sais, ça jase d'enjeux sociaux. Puis surtout, le 14 ans, les enjeux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Fait que Non, c'est c'est vrai. le fun de se replonger là. Tu sais. Fait que c'est Hmm. ça. Je le conseille. Intéressant. C'est pas Moonlight, là, on va s'entendre. Moonlight, c'est un film parfait. C'est pas ça. Ouais. Mais c'est une belle ébauche. Puis tu sens la sensibilité qui est là. Puis tu sens qu'il a du talent, ce gars-là. Tu Ouais. Puis c'est pas Moon Knight. Parce que Moon Knight, c'est une série sur Disney+. Ah, écoute, les deux vont ensemble, c'est le fun. Qu'est-ce que tout est dans tout. Ouais. Tu voulais-tu poursuivre avec des films qui ont comme un lien ou. Ouais, ils ont des liens, genre des petits liens entre eux, mais si t'as un film à jaser, vas-y, puis j'en dirai qu'un autre après qui fera un petit lien. Ben, je vais. Ouais, ben c'est parce que il m'en reste 4 à jaser. Ouais, mais vas-y. j'en ai 2. J'ai comme un bloc que je vais t'en parler puisque c'est l'original puis c'est le remake. Ah, J'ai ok, été, oui. j'ai été au cinéma, Ben. Ouais. Je sais que c'est surprenant, j'ai été au cinéma. J'ai été voir la nouveauté qui est sortie, Firestarter, Charlie. Charlie. Pas Charlie et la chocolaterie, Ben, juste Charlie. Moi, de ce que j'ai entendu, c'était pas très bon. Mais... Ben, c'est un remake d'un film de 1984. C'était un roman de Stephen King aussi. Oui, ben c'est ça. C'est un roman de Stephen King. Puis c'était Drew Barrymore qui jouait la petite fille, dans le fond, dans le film, parce que l'histoire en général, c'est une petite fille. Ben, je vais te raconter l'histoire de l'original, OK? Stephen King. Puis je suis plus sûr, mais je pense que c'est John Carpenter qui a réalisé le. Tant pis, je vais aller voir. Attends, je vais y aller, vas-y. Vas-y, jase, puis je vais aller voir. OK. mais semble que c'était John Carpenter. Puis le film de 1984, c'est Drew Barrymore qui joue une petite fille de 8 ans. Est en fuite avec son père. Il se sauve. Au début du film, tu ne sais pas trop c'est quoi qui se passe parce qu'il se sauve de deux hommes que ça a l'air d'être des agents du FBI et tout. Puis là, son père, il manipule l'esprit des gens, puis tu te rends compte qu'il y a des pouvoirs surnaturels. Il y a des pouvoirs de télékinésie, si tu veux. Puis là, elle aussi, elle a un pouvoir. Ouais, vas-y. C'est Mark L. Lester qui a réalisé. Ah, OK. Il a fait Commando aussi, avec Arnold. Ah, c'était écœurant. Puis John Carpenter, il l'a-tu produit, le film original? Producteur. Parce que j'ai vu qu'il était producteur pour le remake. Fait que c'est quand même intéressant. Non, il n'est pas dans ça. OK. Bon, prochaine fois. John Carpenter, je l'adore. Fait que là, tu te rends compte aussi que la petite fille, Drew Barrymore, elle a un pouvoir, elle aussi. Elle prend les choses en feu sans le contrôler parce qu'elle est trop petite, elle n'est pas capable de le contrôler. Mais quand elle est fâchée, quand elle a peur, peu importe, il y a quelque chose qui brûle autour d'elle. Fait que là, ça rentre direct dans l'histoire. Le film original dure 2 heures environ. Puis, c'est la vieille musique de l'époque, la musique un peu rock and roll des années 80. Puis, ça te rentre direct dans le trailer du film. T'sais. Puis là, à travers leur fuite, tu vas comme rentrer dans les rêves du père qui vont te montrer qu'est-ce qui s'est passé au début, pourquoi lui a des pouvoirs, puis qu'est-ce qui se passe. Puis dans le fond, lui puis la mère de sa petite fille, ils ont participé à une expérimentation de l'armée avec une espèce de sérum qui ils te payaient pour faire ça. Puis là, c'est un sérum qui leur a fait apparaître des pouvoirs. La mère puis lui, ils pouvaient lire les pensées après, puis là, ils se sont comme pratiqués à utiliser ce pouvoir-là. Finalement, ils ont eu une petite fille, ils ont eu la brillante idée de faire une petite fille, puis là, la petite fille, ben, c'est une mutante. Fait que là, elle a des pouvoirs, puis elle peut, quand elle se fâche, elle brûle tout. Ben. Fait que c'est ça l'histoire, en gros, de l'original. Puis à travers le film, ben là, t'as comme l'armée qui court après le père puis la petite fille parce que là, la mère, elle s'est fait tuer. Là. Tu vas aussi savoir ça dans le passé, dans un de ses rêves. Puis l'armée, c'est Martin Sheen, dans le fond, qui est comme le gros méchant. Puis c'est lui qui envoie un espèce de chasseur à leur trousse. Puis là, le chasseur, lui, il joue un peu un espèce de pervers, là, parce que lui, il veut la petite fille, il veut être le père de la petite fille.
il veut comme élever la petite fille. On sait pas trop pourquoi, mais c'est un chasseur qui veut la petite fille. Puis là, en échange, il va laisser l'armée comme faire des expérimentations sur elle, toute la kit. Puis, dans le fond, là, ils vont se retrouver dans le laboratoire de l'armée. Puis là, ils vont se faire maltraiter. Puis il va y avoir plein d'affaires. Puis à la fin, ben, ça finit un peu comme l'espèce d'histoire de Carrie, là, où est-ce qu'à la fin, ben, la petite fille, elle se fâche, puis elle brûle tout, puis tout le monde meurt, puis tout. Mais le film original, c'est pas tant un film d'horreur. Ça va être un film plus science-fiction, si tu veux. Une aventure entre son père et sa fille, t'sais. Mais il n'y a pas tant d'horreur un peu à la Carrie ou Shining, de ce qu'on connaît vraiment de Stephen King. T'sais. Puis c'est pas non plus une comédie d'amitié comme Stand By Me. Il y a quand même un entre-deux, mais c'est plus science-fiction. Je te dirais, ça penche plus vers ces films à la un peu Christine. Christine, c'était horreur, oui, parce que la voiture est méchante, là, mais ça c'est plus fantastique qu'horreur. C'est plus fantastique, c'est ça. Surnaturel, tu sais. Ouais. Mais tu sens quand même la vibe du Shining, tu sais. C'est quand même des gens qui ont un certain pouvoir. Fait que, tu te retrouves avec le Dr. Sleep un peu qu'on a eu. Tu l'as-tu vu, Dr. Sleep? Oui. C'est écœurant, quand même. Je voulais l'écouter avant d'aller voir le Charlie pour être dans l'esprit de Stephen King, mais j'ai juste pas pensé. Mais j'ai hâte de le réécouter parce que c'est un question de bon film. Surtout avec Ewan McGregor, en passant, 27 mai, Obi-Wan Kenobi. Dans 12 jours, hein? Ouais. C'est vrai. Puis, dans le fond, c'est ça, le Dr. Sleep qu'ils ont fait, c'est une espèce de suite à The Shining. Fait que c'était intéressant, ça, d'avoir une suite à The Shining, puis de voir le petit garçon, Danny, qui est rendu vraiment plus vieux. Puis, il y a plein d'autres jeunes qui ont ce pouvoir-là du Shining. C'est comme des espèces de petits mutants. Fait que c'est le fun. Ça rappelle un peu les X-Men. Ce qui est le fun aussi de Dr. Sleep, c'est que c'est une suite de The Shining, mais c'est vraiment une œuvre en soi aussi que tu peux prendre à part, puis ça n'aurait pas rapport. C'est vrai. C'est fun. C'est vraiment nostalgique. Puis là, j'ai été voir le remake de Firestarter. L'annonce, j'ai pas vu, tu sais, je l'ai vu passer il y a comme une semaine, l'annonce. Je savais même pas que ce film-là était en chantier, tu sais. Ça a quand même passé en dessous. Ça, tu me l'as envoyé, il y a un bout d'avant-annonce. Ouais, c'est vrai. Ben, je disais une semaine, mais ça faisait peut-être 2-3 semaines. Hey Ben, laisse-moi donc parler, tabarnak! Mais non, mais tu sais, des fois, on sait qu'un film sort, mettons, un an avant. Mais tu sais, ça a comme passé un peu inaperçu. Puis c'est Universal qui fait ça, tu sais, c'est le studio Blumhouse de Jason Blum. Puis, tu sais, ils font souvent des films d'horreur, tu sais, fait que là, dans l'annonce, tu sais, ça a l'air vraiment plus horreur, tu sais, fait que j'étais intéressé, tu sais, d'aller voir, parce que j'ai pas lu le... Tu sais, je me suis pas renseigné sur le roman là, de Stephen King, je sais pas exactement c'est quoi la vraie histoire, c'est-tu l'original, ils l'ont-tu changé pas mal, ou sont restés quand même vraiment proches de l'œuvre littéraire, mais le remake qu'ils ont fait, c'est quand même assez différent, parce que, tu sais, t'as plus de scènes avec la mère, tu connais plus un peu l'histoire... Ben, tu t'en vas moins dans le passé, si tu veux, mais le début du film est quand même le fun parce que ça, pendant le générique, tu sais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont des pouvoirs, les parents. Là. Puis, mais tu rentres moins dans le passé comme dans l'autre. C'est vraiment comme. Le film, il dure juste 1h30 aussi, 1h35, fait que ça passe quand même assez vite. Puis, ils ont occupé beaucoup de scènes du film original. Là. Comme dans le film original, tu as comme 1 heure qui sont en fuite. Puis tu vois le passé, puis tu as une autre heure que là, ils se sont fait prendre, puis ils se font faire des expérimentations au labo, tu sais. Mais dans le remake, ils se font, tu sais, la petite fille, elle se fait pas comme faire des expérimentations au labo, c'est son père qui se fait comme enlever, puis là, elle s'en va à la fin, comme le chercher, puis là, elle fout la merde partout. Mais, tu sais, ils se sont vraiment éloignés de l'original. Puis, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est une autre approche. C'est pas comme. T'as pas l'impression de voir le même film encore, juste refait avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Fait que je suis quand même pas déçu de ça. Mais l'histoire, je m'attendais quand même à ce que ce soit plus horreur, plus un peu plus une ambiance à la Stephen King, puis à ce que Blumhouse nous fait
nous livrent d'habitude dans leurs films. Parce qu'ils disent en plus que dans l'annonce, c'est le réalisateur de L'Homme Invisible. Mais la maison de production. Là. Puis L'Homme Invisible, tu l'as vu le film? Non, je l'ai pas vu. Il est sur Netflix. Okay. Mais c'était quand même très bien fait. Puis c'était horreur aussi. Fait que c'était le fun. Mais bon, ça reste que le film, le remake, il y a quand même des très bons effets spéciaux. Quand elle lance, puisque la petite fille, au final, elle lance des boules de feu. Puis elle est quand même savage là, quand elle brûle tout. Mais dans le film original, elle apprend juste à utiliser comme ses boules de feu à la fin du film. Puis c'est là qu'elle fout la chiasse partout, elle brûle tout. Puis dans le remake, ben, elle en lance comme on dirait déjà au début du film. Fait que c'est un petit peu moins. Ils ont un petit peu moins apporté son histoire à elle de comment qu'elle évolue son pouvoir, puis comment qu'elle le contrôle. Puis la fin est moins, mettons, explosive que dans l'original. Fait que je trouvais ça un peu décevant. Là. Au moins, il y a Zac Efron qui joue dedans. Oui, son père, c'est Zac Efron. Son père, c'est Zac Efron? Oui. Le père dans le film. Là. Il est rendu vieux, Zac Efron? Non, mais tu sais, la petite fille, tu vois, Drew Barrymore, elle avait l'air plus jeune que la petite fille qui joue la petite fille dans le remake. Là. Mais je pense que dans le remake, si on se fie aux dates qu'ils disent, là, ouais, ça, c'est elle. Si on se fie aux dates qu'ils disent, là, elle aurait 9 ans dans le remake. Elle a l'air un petit peu plus grande qu'une fille de 9 ans. Là, mais... Elle est née en 2010. Fait qu'elle aurait comme, mettons, 11 ans en tournage ou 10 ans. Ah, OK, ouais. En tout cas, c'est ça. Elle joue une fille de 9 ans, puis Drew Barrymore, elle avait 8 ans dans le film original. Fait que ça reste quand même dans le même esprit. Puis Zac Efron, il doit avoir 37 ans, lui, 40 peut-être. Là. Ah, ouais, tant que ça. Non, je pense pas tant que ça. 87, mais il y a 35, genre. Il va y avoir 35. Ah, c'est ça. 36. Ben, c'est quand même, il a eu sa fille à 25 ans. C'est possible, Ben. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. J'ai des jumeaux, j'ai 30 ans. mais bref, il joue quand même bien, là, Zac Efron. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle... Ben, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que c'est un clash, là, si t'écoutes High School Musical, puis tout après ça... Mais tu sais, il joue comme il joue, là, d'habitude. Là. C'est quand même un acteur, là. Mais tu sais-tu si Firestarter est arrivé avant Carrie ou après Carrie en termes de roman, là? En termes de roman, non, c'est ça. J'ai pas eu le temps d'aller m'informer. Je pense que c'est après, parce que Carrie, il me semble, c'est un de ses premiers. Ouais, je vais aller voir, on va aller voir. Mais c'est ça, j'ai quand même apprécié le remake. C'est juste, c'est décevant parce que tu t'attends à plus, surtout à la fin là, du film. T'es comme, tu veux que ça soit sauvage, puis qu'elle se venge, puis tout, puis finalement, il n'y a rien qui se passe vraiment. Là. Ben, il y a quand même, ils ont changé, la mort de certains personnages. C'était intéressant. T'sais. Carrie, c'est son premier roman. Ouais, c'est ça, je pense. The Shining, c'est le 3e roman. Okay. Puis tu vois, ça a été deux plus grands succès là, ouais. des années 70-80. Okay. En tout cas, c'est Stephen King. Stephen King, puis tu sais, ça reste quand même une histoire de Stephen King. Fait que c'est le fun. Non, c'est clair. Je sais pas s'il aime ce film-là, Stephen King, ou pas. C'est pas comme Shining. L'original, tu parles, ou le remake? Ben, les deux, là. Ouais, je sais pas. Ben, tu sais, tu regardes l'original, ça a plus l'air d'être un téléfilm, un peu comme ils ont fait. Ils en ont fait, là, admettons, The Shining. Il y a eu quand même un film, téléfilm, puis qui suivent un petit peu plus ces histoires. Il y a eu, admettons, L'Orage du siècle. Là. Il y a eu de Rose, Red Rose. C'est une espèce de téléfilm. Ben, je pense que c'est une télésérie là, qu'ils ont faite, mais c'est comme une mini-série, si tu veux. Là. Comme un peu la tempête du siècle. Là. C'est comme 3 films, si tu veux, 3 films d'1h30, genre. Puis ça se suit, là, c'est comme une mini-série. Puis Rose Red, j'avais quand même aimé ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais quand j'étais jeune, ça me foutait la chiasse, là, parce que c'est un groupe d'étudiants qui s'en vont dans un vieux manoir expérimenté, il me semble. Puis c'est tous des jeunes qui ont justement le Shining, fait qu'ils ont tous comme un pouvoir de ressentir les esprits, puis tout le kit.
Fait que c'est quand même effrayant sur le side. Je sais pas où c'est que je pourrais trouver ça là. C'est quand même assez vieux. C'est sur YouTube. Peut-être sur YouTube, Ben. Je sais jamais. On trouve de tout, même un ami. Effectivement. Mais bref, Charlie, si vous avez aimé l'original, vous allez peut-être pas aimé le remake. si vous n'avez pas vu l'original, ben allez voir le remake, ça vaut quand même la peine, c'est le fun. C'est un bon moment à passer au cinéma. Là. C'est un petit thriller d'une heure et demie. Il y a de la bonne musique. Là, parce que c'est ça que je te demandais, John Carpenter, parce que c'est John Carpenter qui produit, c'est un des producteurs du remake. Quand même spécial, là, mais je pense qu'il doit avoir sûrement travaillé aussi sur la musique, parce qu'il y a beaucoup de musique qui rappelle l'original des années 80. Il est un des 3 compositeurs de la musique. Ah, ok, bon. Ouais. C'est ça. Ben, il fait aussi la musique des derniers Halloween, fait que ça reste un peu dans le même beat de son retour à la musique. Là. C'est toujours excellent ce qu'il fait. Toujours. Ça fait la job. Toujours. Ok, excellent, Simonac. Charlie. Le film Charlie Firestarter. Parce qu'il y a eu une suite à l'original. L'original est sorti en 84, puis je pense que la suite, ça s'appelait Firebird. Je me rappelle plus là, de ça là, par exemple, je l'ai pas vu. Là. Mais je l'ai vu quand j'étais plus jeune, mais je me rappelle plus. Mais je pense qu'il est sorti en 90. Puis tu vois, c'était même plus Drew Barrymore qui le faisait. Là. Est-ce qu'il était rendu alcoolique, c'est ça? Ouais, sûrement. Puis c'est ça, fait que j'imagine, selon le succès que ça va avoir eu, celui-là, ils vont peut-être faire une suite, puis qu'ils vont l'appeler Firebird. À suivre, hein? À suivre. Les critiques sont dégueulasses, là, mais... Ouais, ben c'est ça, hein, on s'y attend. Là. Ouais. C'est comme 32 le Metascore, c'est vraiment pas beau. Ouais, ben c'est pas facile de faire des remakes, surtout sur des œuvres de Stephen King, c'est comme... C'est vraiment... T'sais, mettons, il avait fait un remake du Shining à la place de Dr. Sleep, ça aurait pas marché, là. Tu peux pas, mettons, même si c'est plus proche, même si Stephen King n'a pas aimé celui de Stanley Kubrick, là, tu peux pas faire un remake de Stanley Kubrick. Imagine-tu, ça va te casser les dents assuré, là, c'est sûr. Tu sais, déjà que tu regardes tous les remakes des films, des histoires de Stephen King qui ont été faites, là, tu penses à Carrie, ça n'a pas marché. Même si c'est Chloe Grace Moretz puis Julianne Moore, ça n'a pas marché. Ça a été le fiasco total. Puis tu regardes Pet Sematary, ça a passé dans le dompe en tabarouette, tu sais même pas c'est quoi. Check, toi. Tu sais même pas c'est quoi. Ben, je l'ai pas vu. Mais tu sais, l'original, c'est écœurant. Ben, il y a Hit qui a marché. Ouais, Hit a marché. Mais ils ont été quand même chercher des bons acteurs. Puis le premier film, ça a quand même donné un gros punch parce que c'est quand même une histoire de clown, c'est quelque chose. Le 2, c'était de la style marde, là, mais le 1 était bon. Ouais, le 2 était trop long, puis ils ont comme rajouté plus de scènes avec des jeunes que c'était pas vraiment nécessaire avec les jeunes du premier, là, dans le fond. Ah, c'est ça, parce que c'est comme si le premier, c'est des jeunes, puis le deuxième, on prend plus en compte qu'on a vu le premier, fait que c'est comme s'ils essaient de mélanger le premier puis le 2 en même temps. Ben, c'est ça, c'est un peu... choisi, là, style. C'est ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils nous fassent juste plonger dans, justement, le retour, mais quand ils sont adultes, puis que, on s'en fout quand ils sont jeunes, tu sais. Fait juste nous montrer quand ils sont adultes. T'as-tu lu le roman? Non. C'est vraiment plus élevé que les films. Ouais, c'est vraiment excellent. J'avais lu le téléfilm là, qu'ils ont fait. Le roman, là, la façon quand ils sont jeunes pour battre le clown. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ouais, tu me l'avais raconté. Ils font genre un gangbang pour dire qu'on devient des adultes, fait que c'est là qu'on va te battre. OK. C'est que Stephen King, c'était malade. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas. Moi, j'ai juste hâte qu'ils fassent un remake de Sleepwalkers. Ça serait fucké, là. Sleepwalkers, là, c'est comme des gens, c'est comme des chats, si tu veux, qui se transforment en humains. Puis là, ils mangent, tu sais, la chair humaine. Puis là, ils sont... Mais tu sais, c'est des chats, là, humains. Puis ils se transforment. C'est vraiment fucké, là. En tout cas, un vieux film des années... fin des années 80, là. Peut-être j'ai un coffret de Stephen King, genre de 6 films, peut-être qu'il est dans ça. Ah, je pense, ça doit. Peut-être. Sleepwalkers. On va checker ça. C'est écœurant, check ça.
En français, je pense, c'est les somnambulistes. Parce que je sais que j'ai Apt Popple, là. Je sais pas, t'appelles ça. APT. Ouais. Ouais, c'est avec. C'était pas pire, mais ça a l'air d'être un téléfilm aussi, là, comment c'est fait. C'est avec Ian McKellen, je pense. Ok. Celui qui fait Magneto. Là. Ouais. Dumbledore. Pas Dumbledore, Gandalf. Hein? Oui. Quoi? Gandalf le blanc. Okay, excellent. Gandalf le gris. Oh, ma connexion est instable. OK. Bon. C'est correct. Fait que. Moi, il me reste deux. Ça conclut mon Stephen King. OK, moi, il me reste 2 films, puis il nous reste 5 minutes dans ce meeting-là. Fait que je peux y aller. Tout. Ben là, pour faire suite à un film qui coûte 15 000 aïe aïe. Je peux aller avec un autre film qui a coûté genre 13-15 000 j'ai pas les chiffres exacts. Là. Okay. Celui-là, il y a de la gueule en esti. Ça paraît pas qu'il a coûté pas cher. C'est Prank de Vincent Biron. T'as déjà vu? Oui! C'est ça. Génial film. J'adore ça. Ah oui! C'est un film que j'écoute plusieurs fois par année. Parce ça que a juste coûté 15 000 faire ça? Je pense, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Puis visuellement, ça look, le son est bon, tout est bon, puis l'histoire est bonne. C'est quelque chose qui est simple, mais qui est. C'est pas long, ça dure 1h20 à peu près, tu rentres dans l'histoire, c'est génial. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Steffi, qui est un jeune gars qui, je sais pas, secondaire 2 peut-être, c'est pas clair quel âge qu'il a. Il joue à balle au mur tout seul, il n'y a pas d'amis. C'est un loser. Il essaie de fitter dans la gang. Puis là, tu as comme des bums qui font des mauvais coups. Puis là, vu qu'il y a un sel, il l'invite à venir faire les mauvais coups pour qu'il filme pour mettre sur Internet. Ouais. Puis là, c'est comme s'il se rend compte, hey, c'est hot ces gens-là, puis enfin, j'ai des amis, puis on fait des choses, puis c'est niaiseux. Puis tu comme spectateur, tu vois que ça n'a pas de sens, puis que c'est des colons. Tu sais. C'est toute cette prise de conscience-là de comme. Ouais. C'est des jeunes cons là, qui font plein d'affaires niaiseuses. Puis, ouais, en plus, ils sont niaiseux, puis ils sont pas attachants aussi. Tu as le personnage de Simon Pigeon qui est comme pas trop niaiseux, il est comme entre les deux, puis il y a comme une belle culture cinématographique. Il fait tant des dessins genre de Arnold Schwarzenegger, de Die Hard, puis toute cette culture-là qui est nice, puis qui transparaît dans le film. Puis, justement, par rapport à ça, tu as Vincent Biron qui est le réalisateur, qui est un directeur photo aussi. OK. Puis, lui, il a la théorie du. La cinéphilie verticale, je pense qu'il appelle. Ou horizontale. Okay, ouais. Horizontale. Qui fait que, genre, tu as le droit d'aimer Die Hard dans la vie. Tu sais, quand tu étudies en cinéma, mettons au cégep, tu as tout le temps les préjugés de. Tu sais, Die Hard, c'est un film d'action, on n'aime pas ça, il ne faut pas écouter ça. C'est des films. Ah ouais, c'est niaiseux, ça. Tandis que tu as le droit d'aimer ça, puis tu as le droit d'aimer, je sais pas moi. Tu sais, dans le film, à un moment donné, il regarde le cheval de Turin de Bellator. Tu sais. Oui. Les deux sont mis au même piédestal, puis les deux se valent au même niveau, puis c'est ça qui est le fun, parce que un est bon, puis l'autre est bon aussi, puis ça se compare pas, puis tu as le droit d'aimer ce que tu veux. Ça parle de ça dans le film, je trouve ça beau. Mais quand tu étudies en cinéma, t'as pas le droit d'aimer ce que tu veux. Là. Non, ben je sais. Faut juste que t'aimes les gros classiques du cinéma. Mais je pense qu'en même temps, c'est un passage obligé parce que ça t'amène à aller plus loin, puis à un moment donné, tu te rends compte comme hey, j'ai le droit d'aimer d'autres choses aussi. Ben oui. Mais faudrait pas que tu. Le problème dans ce que tu viens de dire, là, Ben, c'est qu'il faudrait pas que tu te rends compte juste à la fin de ton bac en cinéma que je peux aimer ce que je veux finalement. Ben non, mais tu peux l'aimer, mais souvent tu as un préjugé de comme hey, ben oui. Pourquoi j'aime ça, tu sais. Mais parce que c'est le fun, puis c'est le fun ce film-là pareil. Tu sais, c'est quoi qui. Je pense que c'est Armageddon là, au cégep. Ouais. Tout le monde disait c'est le pire film de l'histoire du cinéma, blablabla. Armageddon, c'est un critique de bon trailer, là. Excusez-moi la peine. Ah, puis dans Prank, justement, ils font des mauvais coups, mais ce qui est drôle dans le film, c'est pas nécessairement les mauvais coups qu'ils font, mais c'est que c'est tout le temps dans des circonstances absurdes, là, que... Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est un monsieur qui se crosse devant de la porn, sa famille n'est pas là, tu sais. Puis là, c'est drôle, puis là, il reçoit un appel de son fils qui veut juste y parler, puis là, il est comme, hey, je suis comme, tu me déranges un peu, tu sais, je suis en train de me crosser, puis là, il sonne à la porte, puis il pitche des œufs, puis le gars, il est comme en culotte en train de se crosser, puis comme, hey, là, fuck, ce qui est drôle, c'est pas qu'il pêche des œufs, c'est juste la situation du gars qui se crosse. Et puis, en tout cas, c'est drôle, tu sais. C'est comme le mauvais moment de payer ce gars-là. Puis, tu sais, des comédies de ce genre-là, ça n'existe pas tant au Québec. Puis, c'est le fun qu'il y en ait, tu sais. Fait que c'est le fun. Ben, tu peux aussi trouver des liens avec des films plus amateurs comme les premiers Jackass, Clerks. C'est fait un peu sur le side. Puis, tu sais. Effectivement. Ça a plus de look que Clerks, mettons, visuellement. C'est sûr que c'est sorti en 2013, je pense, à peu près. On était à l'université au cégep, je ne me rappelle plus.
Non, c'était plus tard que ça. Plus tard que ça. On n'avait pas encore commencé. Ah, c'est pas 2013, c'est plus Ben, tard moi, que j'étais au ça. cégep, là, 2013, mais. Ouais, non, mais c'était plus tard que ça. Je pense qu'on était à l'université Ouais, quand je c'est pense. sorti. Ouais, il est sorti, je pense, en 2016. C'est ça. Puis, 2017. ouais. Fait que c'est sûr que les techniques entre Clerks en 94, je pense, puis ça, Ouais. c'est un monde, c'est deux mondes, là, tu sais, mais ça, c'est beau. Ça look bien, c'est le fun, je le conseille. Ça fait job. Ouais. That's it. Là, ça va couper. Fait que. On se rappelle. On se rappelle. Juste dire, le prank, c'est co-scénarisé par Erika Boulian, puis ça fera un lien avec ce que je vais jaser plus tard aussi. OK. OK. Merci. Prank. Ça, Erika Boulian. D'ailleurs, il a commencé à me suivre sur Letterboxd, puis j'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Christy. Merci, Erika Boulian. Il nous écoute-tu? Ben, c'est juste que je l'ai suivi, puis il m'a follow back. Fait que je sais pas s'il nous écoute ou quoi, mais merci, Erika Boulian. Je t'apprécie. Puis si j'aime écrire, c'est en partie à cause de toi, parce que je t'ai vu en conférence au cégep, puis j'ai vraiment apprécié. Merci. C'est écœurant! Aïe aïe! T'es comme Peter Parker qui rencontre un Redman. Ouais. OK, ben moi, je peux aller avec mes deux derniers films. Oui, vas-y. Ben, je peux y aller avec un, puis tu iras avec ton dernier, puis j'irai avec mon dernier. Là. OK. Mes deux derniers films sont vraiment légers. Je sais pas si on en a déjà parlé. Ben, il y en a un que je suis pas mal sûr qu'on s'en est jamais parlé, mais je vais te parler de The Nice Guys. C'est-tu Guy Ritchie, ça, ou c'est avec Non. Ryan Gosling, c'est ça? Ouais, c'est avec Ryan Gosling. C'est de Shane Blake. Ah oui, OK, c'est ça, ouais. Avec Russell Crowe puis Ryan Gosling. Dans ma tête, j'en avais déjà parlé au podcast, mais je t'en reparle quand même, parce que j'ai écouté cette semaine. Mais je pense pas que tu en as déjà parlé. OK, ben, ou bien que j'avais fait un lien avec un autre film. Mais c'était écœurant comme film. Tu l'as-tu déjà vu? Non, j'ai jamais vu. Okay. Ça a l'air cool. Ben, pour vrai, t'aimerais ça. C'est Ryan Gosling puis Russell Crowe. C'est un film de 2016. Puis même, je pense, il avait été hors compétition, là, mais il avait passé à Cannes hors compétition, je pense. Puis c'est un question de mon film. Ça se passe dans les années 70, début 80. Puis c'est comme un film un peu mystère, meurtre et mystère, là, si tu veux. C'est Ryan Gosling, qui est un ancien policier, que là, il est comme rendu, si tu veux, détective privé. Là. Il fait des recherches, mais tu sais, il est comme... il est alcoolique, puis il a une petite fille, mais sa femme est morte dans un accident, que sa maison a brûlé, puis tout, sa femme est morte. Puis là, il est comme alcoolique, fait que, il est détective privé, mais il prend... C'est comme s'il volait du cash aux vieux, parce que il prend tout le temps des jobs où c'est des vieux qui cherchent quelqu'un déjà mort, ou que c'est comme des situations où il sait déjà qu'il ne trouvera jamais de réponse, mais il prend quand même leur argent, puis il est comme bon, merci quand même, je vais essayer de faire la job. Puis t'as Russell Crowe, que lui, c'est comme un... tu sais pas tout ce qu'il faisait avant, mais le gars, c'est si tu veux, un... comment on appelle ça déjà? Ben, c'est un gars qui va aller prendre l'argent. Il va se faire payer pour aller péter à gueule à quelqu'un que, tu sais... Ouais, je un braconnier, mais c'est pas ça. Là. Ouais, c'est ça. J'ai comme pas de nom. Puis dans le film, je pense qu'il ne dit pas trop. Mais, tu sais, mettons, il y a une fille qui se fait harceler, ben là, elle va le payer, lui, pour qu'il aille péter à gueule à l'autre pour lui dire, tu sais, t'arrêtes de la suivre ou tu l'oublies. Puis tout. Puis, tu sais, Russell Crowe, c'était déjà un beef, là, dans ces années-là. À ce temps, il est rendu quand même plus gros, là, je pense. Mais, c'est pas un Sherlock qu'on appelle, non? Peut-être. En tout cas. Peu importe, on s'en fout. Mais... Peu importe, on s'en fout. Il pète la gueule aux gens. il y a un point américain, puis il fait sur tout ce qui bouge. Puis, dans le fond, là, les deux vont se retrouver à travailler un peu sur la même affaire. Parce que Ryan Gosling, au début du film, comment ça commence, c'est que ça commence quand même... c'est très bon, là, comment ça commence, parce que c'est un jeune qui s'en va, pendant que ses parents dorment, il s'en va comme prendre la revue porno de son père. Puis là, pour voir des scènes nues, puis c'est une porn star qui s'appelle Misty Mount. Puis là, il y a un char qui déboule, ça se passe dans Los Angeles, dans les années fin 70. Puis là, il y a un char qui déboule une colline, puis elle défonce sa maison à lui pendant qu'il est en train de regarder la revue.
Fait que là, il s'en va voir, tu sais, la personne qui est comme sortie du char, puis c'est une fille, puis c'est la porn star qui est dans la revue, puis elle est comme à poil, tu sais, puis là, elle est morte. Puis là, durant le film, ben là, c'est l'enquête que Ryan Gosling recherche cette fille-là parce que sa grand-mère à elle pense qu'elle l'a vue marcher dans la rue. Mais là, Ryan Gosling, il dit, ben non, votre petite fille est morte. On l'a trouvée morte après l'accident de son char. Puis là, la vieille, elle paye parce qu'elle dit, non, non, je l'ai vu passer. Fait que là, lui, il est comme, tu sais, il est sur l'enquête d'une morte, si tu veux, mais il sait qu'elle est morte. Fait que, il s'en fout un peu. Puis Russell Crowe, comme il se fait payer par une fille. D'ailleurs, c'est la fille qui joue dans Once Upon a Time in Hollywood. Celle qui amène Brad Pitt Margaret Qualley. Ouais, c'est ça, elle. Puis c'est elle qui paye Russell Crowe pour que Russell Crowe aille... elle le paye parce qu'elle dit, il y a un gars, des fois, ils sont deux, ils me suivent partout, j'aimerais ça qu'il arrête. Puis dans le fond, elle donne une adresse. Ouais, c'est ça, c'est elle. C'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt, en tout cas, c'était écœurant. Puis elle donne une adresse, puis dans le fond, c'est la maison de Ryan Gosling. Fait que là, c'est comme les deux, là, ils vont croiser leur chemin, puis là, ils vont comme finalement travailler ensemble pour élucider ce mystère-là. Puis, tu sais, Russell Crowe, il va demander de l'argent à Ryan... il va donner de l'argent à Ryan Gosling pour qu'il l'aide à trouver qui recherche véritablement cette fille-là, tu sais. Parce que sûrement que cette fille-là, elle se passe. Ils la prennent pour Misty Mount, qui est morte, la porn star, puis tout. Fait que là, c'est comme toute une histoire de justement élucider les crimes, puis qui a tué qui, puis qu'est-ce qui se passe. Puis c'est comme. Il y a un film porno à travers tout ça, qui, qui joue dans l'histoire. Là. Puis il y a Kim Basinger qui joue aussi. C'est la mère de cette fille-là, justement. Fait que. C'est le fun, c'est comme un retour à LA Confidential, là, que je te parlais l'autre fois. T'sais. Un retour à Los Angeles avec Kim Basinger et Russell Crowe, fait que c'est le fun. Mais j'ai toujours bien aimé les films de Shane Blake là, parce que il y a tout un espèce d'humour noir dans ces films. Puis c'est drôle parce que c'est tellement niaiseux que ça en devient drôle. Mettons, exemple, Ryan Gosling, il va vouloir rentrer à quelque part par effraction. T'sais. Fait que là, il se pense vraiment professionnel. Il met comme un tissu sur sa main pour briser la vitre, mais il va se couper quand même la veine du poignet. Fait que là, il saigne puis il se retrouve à l'ambulance parce que genre, il perd connaissance. C'est comique, là. C'est cave, mais c'est drôle. Puis non, c'est un bon film pour elle, je le conseille à tout le monde. Shane Blake, c'est lui qui a fait Iron Man 3. Qui a fait Kiss Kiss Bang Bang. Exact, hein, un bon film. Puis je pense que le dernier, il était mauvais, là, ce film-là, mais le dernier Predator, là, c'est lui qui l'a fait aussi. Ouais, je pense que c'est son dernier film qu'il a fait, c'est ça. Ouais, mais c'est pas que c'était mauvais, c'est juste. C'était drôle, là, tu ressentais comme l'humour de Shane Blake, mais ça fitait pas, on dirait, avec l'histoire du Predator. Ben. Mais les bons gars. Ça fait penser, l'histoire que tu me parles, ça me fait penser à Inherent Vice aussi. Dans le sens que tu t'enquêtes de quoi, puis ça va dans tous les sens. Hein? Oui, ben c'est ça, c'est un peu ça. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer exactement. Puis, tu sais, c'est quand même une histoire compliquée, je te l'ai expliqué quand même facilement, là, mais quand tu regardes le film, c'est quand même une histoire qu'il faut que tu suives là, du début à la fin, parce que sinon, tu comprends pas les liens des personnages. Puis tout. Tu sais, Ryan Gosling, il y a comme une fille aussi, une petite fille là, de genre 13 ans, qui est quasiment plus mature que lui. Fait que, elle va amener l'enquête aussi de son côté. Fait que là, les trois vont travailler ensemble. En tout cas, c'est écœurant. Ça a l'air bon. Ouais, écoute ça, je te conseille. J'ai checké, il n'est pas sur Netflix, mais. On va essayer de le trouver. Pourquoi pas? Ah, mais peut-être, je pense que c'est peut-être sur Disney Plus parce que je pense que c'est je pense que c'est Fox qui avait fait ça. Je suis pas sûr, par exemple. Je vais aller voir. Je suis pas sûr. Entre-temps, je peux partir sur mon dernier film, si tu veux. Vas-y, lance-toi. C'est un film que je considérais être dans mon top 2. Arrête. Puis que là, en le regardant, je me suis dit, non, c'est mon numéro 1 finalement, parce que c'est un film que je pourrais regarder à tous les jours. De tous les films. Ben voyons. Je pourrais le regarder à tous les jours, je ne m'étonnerais jamais. Mais là, c'était quoi le premier avant? C'était La Grande Beauté de Paolo Sorrentino.
OK, puis là, il est rendu deuxième, lui. Il est rendu deuxième derrière le film Je vais te parler, qui est un film que je pense que tu haïs profondément. Nash. D'ailleurs, Métropolis? non. The Nice Guys, OK. il est pas sur Disney+. Ah, Okay. C'est ça, le film que j'ai regardé, c'est un film que je regarde plusieurs fois par année, que OK. toi, t'aimes pas. Je suis convaincu que t'aimes pas parce que t'as déjà parlé plein de fois que t'aimais pas ça. Et Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur. Ah, tabarnak. Pour moi, je pense que Numéro 1, Ben. c'est vraiment mon film Ben non, préféré. Juste, ah oui, voyons donc. juste pour la vibe comme Ah, tabarnak. qui se passe à rien, puis c'est juste comme. C'est une plate. Puis, tu sais, on parlait de Licorice Pizza, c'est un peu la même. C'est pas la même Ouais. vibe, mais c'est un peu l'adolescence ou la fin de l'adolescence, puis tu navigues dans ça, tu sais pas ce que tu fais, puis c'est vraiment ça notre été. C'est ma phrase préférée du film, c'est vraiment ça. Là. Puis tu dors Nicole, en fait, j'en ai souvent déjà parlé, mais je vais en reparler encore parce qu'il faut, parce que c'est mon film préféré. Je te dis, c'est un film que je pourrais regarder à tous les jours, je ne m'attendrai jamais de le regarder. Oh, ouais. Moi, je l'ai écouté, je pense, 2 fois dans ma vie, puis j'ai dormi dessus les 2 fois. Il dure pas tellement longtemps, hein, je pense. Non, c'est même pas une heure et demie. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, tu dors Nicole, c'est. Ouais. Les estiques de baleine, là. Après, ça l'endort. Ben, c'est ça le but. La fois, c'est que Nicole n'adore jamais. C'est ça, ça dormait bien dans le local de l'école, de au noir. Il ferme les lumières en plus. Dans le fond, Tu dors Nicole, c'est le dernier film de Stéphane Lafleur, qui fait un lien avec Prank, parce que Prank, c'est co-scénarisé par Eric Kaboulian, puis le prochain film de Stéphane Lafleur, qui sort en octobre, je pense, ou à l'automne, est co-scénarisé par Eric Kaboulian aussi. Aïe aïe. Qui va s'appeler Viking, puis ça se passe, genre, c'est des gens qui vont sur Mars, ou je sais pas trop, mais ça a l'air flyé, j'ai hâte. Là. Mon Dieu, ça a l'air bizarre. Mais tout ce qu'il fait Stéphane Lafleur, c'est génial. Là. Ouais. Puis dans le fond, Tu dors Nicole, c'est Juliane Côté qui joue Nicole, puis son amie Véronique, qui est jouée par Catherine Saint-Laurent. Aïe aïe! Ils ont, je sais pas quel âge qu'ils ont, genre 19 ans, 20 ans, c'est pas clair, là, c'est bizarre l'univers. Puis là, c'est comme une canicule d'été, puis les parents de Nicole sont partis. Fait qu'elle a comme la maison avec elle toute seule, puis là, son frère vient avec son band jouer de la musique, son frère qui est Marc-André Grondin, qui doit avoir, je sais pas, fin vingtaine peut-être dans le film. Là. Puis c'est juste ça. Il fait chaud, ils ont la maison, puis dans le fond, en noir et blanc. En noir et blanc. T'as un style qui est vraiment unique au film, singulier, que tu sens que Nicole est comme déphasée par rapport à tout, puis la caméra joue dans cette fonction-là qu'elle n'est plus là. À un moment donné, tu la vois sortir du cadre, puis la caméra la suit pas. Puis ça prend comme 30 secondes avant que la caméra revienne sur elle, juste pour montrer que c'est le même qu'elle est. Là, elle est vraiment comme au ralenti. Puis il y a une petite histoire d'amour à travers ça, où est-ce que Nicole est comme un peu amoureuse du drummer. Puis là, t'as comme Catherine Saint-Laurent, Véronique, qui est un peu amoureuse du drummer aussi, puis il y a comme cette petite guerre-là. Puis en même temps, t'as un petit gars qui a genre 9 ans, qui va le garder, puis lui, il a comme une grosse voix d'homme, puis c'est comme un homme mature, puis il dit « Hey, le cœur n'a pas d'âge, Nicole, puis genre, tu fais tes affaires, puis je vais être là pour t'attendre. » Puis il veut sortir avec, mais il y a comme 10 ans d'écart, puis il y a 9 ans, puis comme ça se peut pas. C'est génial. C'est vraiment singulier comme film, puis c'est mon film préféré à vie. C'est écœurant. Je le conseille, vraiment. Ben, regarde, tous les goûts sont dans la nature, Ben. La musique est bonne, tout est bon, c'est génial. Ben, tu sais, tu pourrais peut-être dire que c'est ton meilleur film québécois, mais là, de dire que c'est le meilleur de toute ta vie. Je dis pas que c'est le meilleur film, c'est mon film préféré. Non, on s'entend qu'il y a des films meilleurs que ça au niveau technique. Passe le podcast pour un article de podcast d'amateur. Voyons donc. Non, je dis pas que c'est le meilleur film, c'est mon film préféré que j'écoutais à tous les jours. Là, ben ouais, c'est bon. Moi, ça serait sûrement Pirates des Caraïbes. Ben, c'est correct. On s'entend que. On est loin. Ça n'a pas la technique d'un Kubrick ou ça n'a pas les grands films, ça n'a pas cette aura-là, mais c'est mon film préféré pareil. Mais c'est sûr que pour du cinéma québécois, c'est sûr que c'était quand même révolutionnaire là, comment ça a été fait. Puis, ben, c'est le fun parce que je dire, ça sort un peu du moule québécois que j'aime pas quand même dire le moule québécois parce que il y a comme un préjugé que c'est des films dépressifs qui se passent à rien, que c'est complètement faux, là, mais ça, c'est un film qui est singulier par rapport à ce qui se fait au Québec. Oui. Mais faut dire que les films québécois, sont pas mal toujours dans la même veine. Dans le sens que. Pas d'accord, là. Écoute. On va se battre. Ben, on va se battre en estique. On va se battre. Ça reste que c'est toujours le fun d'avoir de la nouveauté puis de.
Ben, d'avoir une voix singulière, c'est génial. Stéphane Ouais. Lafleur, c'est un grand artiste, puis il faut le suivre, c'est important. J'ai pas vu En terrain connu. C'est génial en tant connu. Ça a C'est l'air que vrai, c'était bon, hein. c'est vraiment, c'est tellement stupide. Là. C'est comme un gars qui habite, il est genre dans la trentaine, là, puis c'est comme un enfant. Puis là, son père, il dit, hey, tu peux pas utiliser le skidoo tant que t'agiras pas en adulte. Là, tu sais, puis il chicane, puis comme. Puis il va comme chez une fille que c'est sa fréquentation, qu'elle a un enfant, mais l'enfant, il l'aime pas, fait qu'il se met à japper après. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. C'est fucking génial, là, c'est bon. Là. Ça fait penser un peu à Step Bro. Non. OK. Non, pas en tout, là, mais en tout cas. C'est écœurant. Ouais, je te conseille, là, je te conseille. Ben, en parlant de films niaiseux, Ouais. mon dernier film, Benz, tu sais quoi? Non, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est sur Disney+, si jamais tu veux le voir, là. The Bubble Boy, Ah, ben oui, ok, tu m'avais parlé l'autre jour, ça. avec Jake Gyllenhaal. Hey, c'est tellement une cave, ce film-là. Tu sais, tout le long du film, t'as de... tout le long du film, t'as de la soundtrack de Blink-122, 122, là. Bubble Boy. 1h24, 2001. Il était jeune, Jack Gyllenhaal, en 2001. Ouais, ben après, c'est bon film qu'a fait October Sky puis Donnie Darko, là, fait que Ouais. ça fait la job, là. C'est un... C'est réalisé Ouais, par vas-y. Blair Hayes, Ouais, je qui a connais pas. fait plein de styles d'affaires qui n'ont pas rapport, là, pas connus. Oh, Ben, wow. tu sais, Bubble Boy, c'est Jake Gyllenhaal que quand il est né, il avait une maladie, genre une maladie du système Immunitaire. immunitaire, ouais. Puis, dans le fond, il est allergique à toutes les bactéries là, qui se peut. Fait que, il fallait qu'il le garde dans une bulle sans bactéries, puis de l'air purifié, puis tout. Puis là, ses parents, ben, ils ont comme conçu dans leur maison justement une gigantesque bulle pour sa chambre. Puis, dans le fond, il grandit là-dedans. Puis, il ne voit jamais les gens dehors, ses amis du quartier, puis tout. Puis, l'époque du film n'est pas dit, mais ça ressemble un peu aux années 50, là, mais peut-être, parce qu'il y a un bus puis tout, fait que je dirais que ça se fait quand même dans les années, à Il y a l'époque que le film est sorti, là, il y 2001, mais un bus, un autobus, tu parles? ouais, il y avait un Ok. autobus, ouais. Et je pensais que tu parlais d'un buste, genre, tu sais, un Ah, genre de statue de haut du corps. Là. non. Mais tu sais, tout ce qu'on voit, mettons, à un moment donné, il se retrouve à Las Vegas, fait que, ça a quand même l'aspect du temps moderne, de l'époque où le film est sorti, mais c'est juste comment c'est fait, on dirait, je sais pas si c'est comme pour représenter ses parents que ils vivent encore dans une autre époque, puis que c'est comme toutes des années 50 chez eux, mais ils ont une vieille radio, une vieille TV. T'sais. Puis dans le fond, là, il grandit. Quand il est jeune, il voit dehors les jeunes jouer. Puis là, tous les jeunes disent ah, c'est un fucky qui habite là, il peut pas sortir, sa mère est folle. Puis tout. Puis là, il grandit. Puis là, il voit une nouvelle voisine à côté qui arrive. Puis là, il tombe amoureux d'elle, parce qu'il la voit dehors, laver son char quasiment tout nu. Puis là, il commence à bander. Fait que là, il sait pas c'est quoi, le sexe, tout. Fait que là, sa mère a dit il faut que tu pries dans ce temps-là, il faut que tu récites l'hymne national des États-Unis. Là. C'est ça que je dis à ton père. Puis là, dans sa tête, là, il faut qu'il fasse ça à chaque fois, qu'il bande. Puis là, il est rendu à 18 ans. Là. Puis la fille d'à côté, elle le voit, l'observer souvent. Fait que là, elle décide qu'elle rentre chez eux à un moment donné. Puis là, elle s'en va rencontrer. Puis ils deviennent comme des meilleurs amis. Puis là, lui, il tombe amoureux d'elle. Puis là, elle, mais tu sais, il peut pas sortir de sa bulle. Fait que là, elle s'en va quand même à son bal des finissants avec un autre gars. Puis là, elle annonce qu'ils vont se marier. Puis ils vont aller se marier aux chutes Niagara. Fait que là, lui, il est comme fuck, je peux pas les laisser se marier. Je l'aime. Puis tout. Fait que là, il se conçoit une bulle portative pour sortir dehors. Fait que là, il sort dehors pour la première fois de sa vie. Puis là, c'est comme un jeune qui n'a jamais rien vu. Fait que là, il découvre le monde. Il s'enfuit, là, il fugue de chez eux. Fait que là, ses parents, ils sont à sa recherche. Mais c'est le genre de film où c'est une aventure qu'il vit. Puis il rencontre tout plein de monde sur son chemin. Il rencontre... il prend un bus un moment donné, puis c'est tous des adeptes d'une secte religieuse que là, ils attendent Jésus-Christ, puis ils pensent que Jésus-Christ, c'est lui parce que l'image que
leur boss là, de la secte qui fait, c'est comme un homme rond, genre. Fait que là, ils pensent que c'est lui Jésus, tu sais. Puis, tu sais, ils vont rencontrer des motards, ou ce que c'est Machete qui est le boss des motards. Puis là, finalement, il se fait plein d'amis partout. Puis là, à la fin, ben, tout le monde le recherche pour le protéger parce que il dit qu'il a un système immunitaire faible. Fait que là, tout le monde veut comme prendre soin de lui, mais il se garoche partout avec sa bulle. Puis en tout cas, c'est vraiment un câble comme film. Ça me fait un peu penser à Dude, Where's My Car? Comme une espèce de film où que tout peut arriver, puis on s'en fout parce que c'est juste cave, puis ça fait la job. Là. C'est une belle morale. Ouais, ben à la fin, c'est ça. Il y a un gros punch à la fin, c'est le fun. T'sais. Mais à la fin, ben regarde, il va trouver l'amour, puis c'est ça l'histoire, tu sais. Puis il y a ça sur Disney+. Ouais. Ben j'ai vu qu'il jouait là-dessus. Là. Moi, je l'avais vu à la télé, là, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Mais tu sais, c'est le genre de film où tu t'en rappelles parce que quand tu étais jeune, tu aimais bien Blink-182, puis tout le long du film, c'est ça les tunes. Tu te rends compte pourquoi tu aimais Blink-182. Surtout que 2001, c'est comme l'âge d'or de Blink-182. Ben oui, tu sais, What Night Again, tous les plus gros classiques, ils jouent dans ce film-là. Ça fait un job, t'aimerais ça. Puis tu sais, c'est juste avant aussi que Jake Gyllenhaal ait vraiment des gros rôles qui le fassent connaître. Tu sais, dans le fond, Donnie Darko, c'est un Christy de rôle qu'il y a eu là, à une jeune époque, mais c'est en 2001 aussi. Fait que c'est comme. C'était comme son début de vraiment de carrière. October Sky, je sais pas si tu l'as vu, October Sky. Là. Je pense pas, non. C'est quand même très bon, mais c'est pas vraiment le rôle qui l'a fait connaître. C'était avec Laura Dern aussi, ce film-là. Il fabrique comme des fusées là, dans les années 60. Là, il y a comme une mission là, de faire une fusée. Il habite comme dans une ville où que tous les pères ils travaillent dans des mines. Puis, c'est comme ça leur avenir, travailler dans des mines. Puis lui, il a juste comme le rêve d'aller dans l'espace. Fait que, il fabrique des fusées avec ses amis. C'est son père dans le film. Mais en 2003, c'était Jared qui l'a fait connaître aussi. Là. T'as-tu vu Jared? Jared, c'est de Sam Mendes, c'est ça? Ouais. Non, je l'ai pas vu. J'aimerais ça le voir. C'est très bon, mais c'est ça, c'est un gros rôle que Jake Gyllenhaal a pris à une jeune époque quand même. Après ça, ben, là, on le connaît pour le jour d'après, avec Dennis Quaid, toute l'équipe. Le Zodiac. Le Zodiac. Fait que ça fait un job, Dan. Moi, le Prince de Perse. C'était très bon, le Prince de Perse. Hein? Ça aurait pu être meilleur. Mais gars, ça fait un job. Ah oui. Ben, prochainement, là, c'est quoi qu'il va faire prochainement, là, me semble. Je vais te le dire si tu veux. Me semble qu'il y a un film qui va. J'ai un blanc. Jake Gyllenhaal. Son prochain film, acteur. Là, il a fait Ambulance, là, c'était moyen, mais. Il y a The Division qui sort en 2022. Ah, qui ne connaît pas. C'est un film de. Ah, c'est un jeu. Ah non, je me mélange avec Matt Damon. Non, c'est parce que Matt Damon va jouer dans le prochain Christopher Nolan. Là. Ah ouais, ok. Ben, tu sais, le prochain film, c'est Oppenheimer. Là. Ouais, c'est quand? Je pense que c'est censé sortir en novembre prochain ou décembre, là, sûr. Okay. Ça va vite, hein? Bon, il est alors, 2023. Sur IMDb, ça dit 2023. Ah, ok, ils l'ont peut-être repoussé. 21 juillet 2023, ça dit en salle. Mais c'est comme. Il y a un prochain film là, que ça va être bon. Là. C'est, je pense que ça sort en décembre. C'est avec Christian Bale, Margaret Robbie, puis c'est qui déjà là? Ça va être bon. C'est basé sur des comics. Là. Je me rappelle plus. The Pale Blue Eye? Ouais, c'est peut-être ça. Ou Amsterdam? Ah, Amsterdam, c'est ça. C'est qui déjà le réalisateur de ça? Là? David O. Russell. Ah oui, c'est ça, David O. Russell, c'est ça. Ça va être quand même intéressant. Oui. Ça va être intéressant parce que c'est pas le même genre de film que David O. Russell fait d'habitude. Tu sais, il est souvent dans les soit drames, comédies romantiques. Là, ça va être vraiment différent. Christian Bale, il a encore perdu plein de poids. Tu sais. Puis il va jouer dans Thor Love and Thunder. Ouais. Il fait Gore the Butcher.
Ouais. Un Christine méchant, j'ai hâte de voir. En tout cas, Suis. à suivre pour les Marvels. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment pas intéressant qui sort bientôt, c'est Miss Marvel là, sur Disney+. Là. Ah. C'est vraiment décevant. Là. En tout cas, le trailer. Là. Ils ont changé ses pouvoirs, puis elle est pas... c'est même pas un personnage intéressant, c'est juste... Il fallait qu'il le fasse vu que c'est une fille arabe qui est comme super-héroïne. Fait que ça fait connaître un peu plus de nationalité. Là. Ça fait un job. À suivre. À suivre, mon Benz. Qu'est-ce que t'écoutes pour la semaine prochaine? Ben, j'imagine qu'on n'en fera pas la semaine prochaine, hein, j'imagine. Ben, je vais pouvoir juste avant de partir, Ben. OK, c'est comme tu le sens. Ben là, ce soir, à TVA, t'as Sam qui joue de Yann Englund. Ah ouais? Fait que je l'ai tapé. Barnache. Là, si Yann Englund écoute, je m'excuse, mais je regarde tes films ironiquement parce que j'aime pas ça. Je pense qu'il écoutera pas ce podcast-là, mais en tout cas. Je veux l'écouter. Je veux l'écouter pour voir à quel point c'est minable, là, mais en tout cas. Si Yann Englund écoute en ce moment, je voudrais juste dire j'adorais ton rôle dans Une grenade avec ça. Ouais. Puis dans Buffy contre les vampires, ton épisode que t'as fait, c'était le fun. Sinon, mais ok, je vais le taper ou tout. Ça va être intéressant. On va avoir 9h à TVA ce soir. Ah ouais? Il va être rendu trop tard pour les gens qui écoutent, là, mais en tout cas. Ah ouais. Tapez-les pour la prochaine fois. Mais ok, intéressant. C'est-tu à TVA, c'est-tu les dimanches à Hollywood qui recommencent, là? Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce que, tu sais, à l'été, ils font tout le temps un dimanche à Hollywood, là. Ils mettent des gros films à gros succès, mais là, si c'est Sam, c'est pas un gros succès, là. Écoute, je suis pas un fin connaisseur de TVA, fait que je peux pas t'aider. Ça a l'air que c'était bon. On va essayer. On va essayer de voir ça. Si j'aime un petit peu ça, je vais être vraiment déçu. 1,54, c'était absolument pourri. Mais... Imagine que ça surpasse Tudor Nicole. Et tabarnak! Non, c'est impossible. Mais comment tu réagis si c'est possible? Tu vas-tu faire un effort pour aimer ça ou... Ben, tu sais, mes attentes sont vraiment basses, fait que... Peut-être, tu sais. 1,54, j'avais détesté pour vrai. Ah, c'était tellement mauvais. Mais je pense que c'est un peu dans le même genre de fucking quétaine cliché avec des affaires trop intenses. Là. Ouais. Il paraît que la fin, le punch de Sam, il paraît que ça n'a aucun fucking sens et que c'est ridicule. Là. Ah ouais? Ben, je m'excuse pour les artisans du film, là, mais en tout cas. Ben, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient aimé 1,54, là, même si c'était vraiment nul. Ça avait gagné prix du public au. Ben, je sais pas c'est quoi les prix, mais les Jutras, là, c'est plus les Jutras. Là. Ah ouais? Il a gagné prix du public, je suis comme. Calice. Pourquoi ça va mal? Là? C'est pas ça. Ça va comme ça peut aller, Ben. Mais moi, je vais sûrement me lancer en lien avec mon voyage. Je vais sûrement écouter des films de Disney. Avec le fun. Y a-t-il encore l'affaire? Ben, c'est-tu sorti l'affaire des gardiens ou c'est pas encore sorti à Disney? L'affaire des gardiens? Ben, les gardiens de la galaxie, là. Ah, je sais pas. Parce qu'il me semble que ça sortait là, ou je sais pas trop. Là. Ah ouais, ils font un parc sur... Ben, il me semble que j'ai vu ça à la télé, mais en tout cas, je sais pas. Moi, je sais, ils ont fait le parc de Star Wars. Oh. Il y a un parc de Avatar. En passant, l'annonce du 2 est sortie. Tu l'as-tu regardé? Non, j'ai pas regardé. Ça va venir. Ben, pour vrai, je pense... mes attentes sont hautes. Mais je pense que ça pourrait battre un record de box-office aussi, là. Comme le premier a fait. Peut-être. Surtout que ça coûte plus cher encore, fait qu'il y a des chances. Ben oui. En tout cas. Ben, tu sais, j'imagine qu'il va passer au cinéma toutes les fois que je vais voir un film, fait que je vais le voir comme 1000 fois. C'est correct. Allez, il sortait, c'est parce que l'annonce a été diffusée en ligne quand ils ont sorti Doctor Strange au cinéma. Là, fait que, tu sais, comme moi, je l'ai vu au cinéma pour la première fois. C'était quand même exceptionnel. Ça reste à voir. Christy, on garde la tête froide. Ouais. Sous l'eau, puis regarde. Ça fait un job. Ouais. Ben, bonne semaine. Merci. Hey, bonne semaine, mon Ben. Christy Podcast. Qu'est-ce que tu regardes?